Il y a plusieurs fois. Bon, je continue sur cette présentation. Donc, nos logements, il y a quelques infos. D'abord, au niveau des passoires énergétiques, classe F et G du DPE, ça représente quand même 17% de l'ensemble des résidences principales. À cela s'ajoute 22% de résidences, enfin, à niveau E. Donc, on a en tout quasiment à 40% de résidences principales avec un très faible performance énergétique. On trouve d'ailleurs beaucoup plus de passoires énergétiques dans les maisons individuelles que dans les logements collectifs. Donc tout ça, c'est des statistiques qui viennent du ministère de la Transition écologique. Donc c'est des chiffres tout à fait récents qui montrent quand même que l'état du parc est encore fort et laisse à désirer de ce côté-là. Pour les Pays de Loire, donc, au niveau logement, il y a à peu près 3 800 000 habitants actuellement, mais on prévoit une large augmentation de la population d'au moins 20% d'ici à 2050. Il y a un peu plus de 1 600 000 résidences principales, dont les 2/3 de maisons, et une occupation par logement de 2,3 personnes. D'ailleurs, cette occupation par logement a tendance à diminuer au fil du temps suite aux décohabitations et donc à la modification des modes de vie, ce qui est plutôt un problème important pour ce type de domaine d'activité. Une surface moyenne de 93 mètres carrés, alors je crois que c'est un peu diminué depuis, et la consommation d'énergie est de 23 TWh, soit 25% de la consommation d'énergie finale de la région, et 2,7 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit 9% pour les émissions de GES. Le tertiaire, ce n'est pas négligeable non plus, puisque ça fait 53 millions de mètres carrés. Et la consommation d'énergie, c'est 13 TWh, soit 14% de la région, et 1,4 million de tonnes équivalent CO2, soit 3% de la région. Donc en tout, entre le logement et le tertiaire, le secteur du bâtiment représente tout de même quasiment 40% de la consommation d'énergie. Au niveau national, je crois que c'est un peu supérieur d'ailleurs, et environ 12% des émissions de GES de la région. Donc, c'est un secteur extrêmement important pour la décarbonation et l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'énergie dans nos logements, c'est bien sûr essentiellement le chauffage et l'électricité spécifique. Et ces besoins sont couverts essentiellement par l'électricité, le gaz naturel et les produits pétroliers de GES dans nos logements, c'est essentiellement lié au chauffage, quand même, quasiment 70% des émissions, et avec une énorme prédominance finalement pour les produits pétroliers, enfin disons les énergies fossiles, gaz naturel, etc. Alors, où sont les économies d'énergie dans ce secteur? Bon, sur le chauffage, on a travaillé sur le bâti. Dans la rénovation pour l'ancien, donc c'est ça un peu comment dire, notre cœur de cible, si je puis dire, pour ce soir. Et la réglementation, donc RE 2020, etc., pour le neuf. Ensuite, il y a les équipements qui devraient être performants et adaptés, et la sobriété personnelle dans les usages des appareils dans la vie quotidienne. Le tertiaire, il y a quand même beaucoup d'éléments communs entre tertiaire et logement. Le tertiaire, donc, comprenant tous les commerces, bureaux, restauration, santé, services, éducation, administration. Donc, on a vu que c'était une part non négligeable de consommation d'énergie et de GES, et donc avec une forte prédominance, là encore, là, il y a beaucoup de consommation d'électricité, plus que dans le logement, comme vecteur d'énergie. Donc, moins de chauffage, plus d'électricité que dans les logements. Et
les bâtiments tertiaires sont soumis à un objectif dans le cadre du décret tertiaire, un objectif de 40% de réduction des consommations dans 10 ans, une obligation d'affichage. L'enjeu principal, c'est la rénovation des logements actuels. Donc là, on ne va pas, je dirais, détailler tous les facteurs qui contribuent à des déperditions d'énergie dans les logements anciens. Mais le but du jeu, c'est quand même de passer, d'éliminer les classes de DPE, E, F et G en priorité, de façon à réhabiliter ces logements et à être sur des DPE beaucoup plus favorables, éventuellement même A et B, enfin en rénovation BBC. Bon, donc ça, il y a des clés, différentes clés qui permettent d'aboutir à ces logements économes en énergie. Et disons que le principal, comment dire, le principal obstacle qui se trouve sur nos objectifs dans ce domaine d'activité, c'est la notion de rénovation performante. Alors, qu'est-ce que la rénovation performante? D'après l'ADEME, enfin, qui a sorti des travaux tout récents là-dessus. C'est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d'atteindre à minima le niveau BBC rénovation ou équivalent, sans mettre en danger la santé des occupants, en préservant le bâti de toute pathologie liée à ces travaux et en assurant le confort thermique et acoustique été comme hiver. Donc là, il y a eu un document assez important sorti par l'ADEME, justement, sur la rénovation performante par étape, qui a produit pas mal de conclusions sur cette notion de rénovation performante. Donc là, c'est un peu plus détaillé sur le contenu de cette rénovation performante. C'est le classement, ça permet le classement en classe A ou B, au sens des PE. Et il y a 6 postes de travaux à examiner: l'isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation et la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et puis, le traitement des interfaces, donc des ponts thermiques et ce genre de choses, à l'interface de ces différentes interventions. Alors, ce qui a été montré dans les études de l'ADEME, en liaison d'ailleurs avec Negawatt et de Rémi, enfin ce genre d'organisme, c'est que les pratiques actuelles ne permettent pas d'atteindre réellement les normes BBC. Donc, dans ce schéma, en fait, on voit ici en vert le RCP, qui est donc la rénovation complète et performante, donc qui permet donc là, on peut atteindre les objectifs. Par contre, si on a, dès qu'on a des rénovations par geste, donc avec des étapes successives, on dégrade les performances. Donc, 6 étapes, par exemple, on n'arrive pas à atteindre le niveau BPC, bien au contraire, on est largement au-dessus. Donc, cette étude qui a porté sur un ensemble de bâtiments, enfin d'expériences in situ, quoi, a abouti aux conclusions suivantes, qui seraient d'éviter les rénovations partielles, parce que de faire plusieurs gestes de travaux ne permettent pas d'atteindre une performance à terme. Et en plus, ça risque de développer des problèmes entre les différentes étapes des travaux. Il faut promouvoir et faciliter le financement et la réalisation de rénovations performantes en une seule étape. Accompagner des rénovations performantes par étapes, éventuellement dans des cas particuliers, en particulier s'il y a des contraintes techniques, des travaux récents ou des contraintes architecturales qui ne permettent pas de mettre en œuvre la RCP, enfin la rénovation complète performante. Et puis également faire évoluer les systèmes de production de chauffage basés sur l'énergie renouvelable pour qu'ils proposent des plages de modulation plus importantes. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours nécessaire de travailler d'abord sur l'isolation, enfin disons l'enveloppe, avant de travailler sur le système de chauffage. Il y a énormément d'aides qui sont, enfin dans MaPrimeRénov', etc., qui concernent l'achat, le changement
du système de chauffage. Et en fait, c'est problématique si on n'a pas fait les gestes d'isolation au préalable. Alors, pour passer à cette rénovation performante qui seule permettrait d'aboutir à vraiment une amélioration réelle des performances, il y a des freins qui demeurent, et des freins puissants. La capacité financière des ménages, donc dans un contexte d'un prix du milieu qui est orienté à la hausse. En général, les ressources financières des ménages leur permettent d'avoir leur emprunt un peu ric-rac et donc ils réchignent en fait à rajouter de l'argent pour penser à la rénovation complète. Il y a une confiance à renforcer entre les acteurs de la rénovation. Il est certain que... Les mecs qui parlent comme ça, comme les mecs de la Cégette, là. Pardon. Il y a également, on a à faire face à une offre de rénovation qui est sous-valorisée et relativement fragmentée. Des actions qui sont menées par les structures locales un peu trop éparses. Donc là, c'est un peu en train de changer avec l'organisation des accompagnateurs de rénovation. Et les projets de rénovation restent complexes pour les particuliers. Et il y a des freins propres à la rénovation énergétique en copropriété. Alors, autre chose qui est important, c'est une efficacité assez faible de l'argumentaire des économies d'énergie compte tenu de la durée d'amortissement de l'investissement. C'est toujours largement supérieur à 10 ans, alors que, a priori, la durée moyenne d'occupation d'un logement, ça serait de 7 ans. Donc, il y a un décalage assez important à ce niveau. Alors, quelles sont les solutions qui sont apportées, en particulier dans le scénario négawatt? Eh bien, il recourt à des rénovations énergétiques performantes qui doivent se substituer au plus vite aux rénovations par geste qui sont relativement inefficaces. Donc ici, vous avez ce schéma qui indique les projections de l'évolution du parc résidentiel français jusqu'en 2050 dans le scénario négawatt. Et on voit que la partie verte ici, c'est toute la partie des rénovations performantes qui doivent prendre la place des rénovations par geste qui sont actuellement donc en violet ici. Et quand on compare les objectifs de la PPE, donc ici c'est en bleu, hein. Donc le nombre de rénovations complètes et performantes au sens de la PPE, et les statistiques d'observatoire de la BBC jusqu'en récemment, on voit on est sur un rythme de rénovation complète et performante qui est très en deçà de ce qui devrait être. Et donc Négawatt prône le développement rapide des rénovations complètes et performantes jusqu'à 800 000 rénovations par an en rythme de croisière à partir de 2027-2028. Voilà. Donc les autres hypothèses de Négawatt là-dessus, c'est la stabilisation du nombre de personnes par logement, la réduction de la part des maisons en construction neuve. Dans Négawatt, il y a en fait un transfert des emplois, une bonne partie des emplois de construction neuve vers des emplois de rénovation. Un dimensionnement raisonnable des équipements électroménagers, l'élimination des gaspillages, et aussi au niveau efficacité, donc la rénovation énergétique performante de la totalité quasiment du parc immobilier d'ici 2050 et des bâtiments neufs à très faible consommation. Et la généralisation des systèmes de chauffage les plus performants. Donc c'est un programme ambitieux, certes, mais qui permettrait d'économiser plusieurs milliards d'euros et créer des centaines de milliers d'emplois non délocalisables par nature. Pour le tertiaire, donc on a déjà un peu parlé, le parc tertiaire a des objectifs qui sont déjà fixés par décret, moins 40% d'ici 2030 et ensuite moins 50%, moins 60% d'ici 2050.
Alors, dans nos projections sur le logement, dans notre scénario pour les Pays de Loire, en appliquant l'ensemble de ces mesures, malgré l'augmentation du nombre de logements liés à l'augmentation de la population, on aboutit en fait à une diminution assez large de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Alors, c'est un effort quand même extrêmement important. Là, on a essayé de calculer ça pour les Pays de Loire. Par exemple, pour la rénovation, ça c'est par décade, hein, entre 2020 et 2030, par exemple, vous avez plus de 3 300 000 mètres carrés de maisons individuelles à rénover par an pour éliminer les DPE, EFG en premier lieu. Sur le logement collectif et tertiaire, c'est un peu moins important, mais c'est quand même... Au niveau des emplois, c'est considérable également, puisque grosso modo, c'est du genre 25 000 à 30 000 ETP en moyenne sur l'ensemble de la période jusqu'en 2050. Donc ça, c'est des projections qu'on a fait avec un outil de simulation TOTA. Et c'est un investissement considérable, hein. Les dépenses annuelles entraînées par la rénovation énergétique des bâtiments sont de l'ordre de 2,2 milliards d'euros par an sur la décennie, par décennie, grosso modo. Alors, je termine avec un rapport qui vient de se sortir de l'ADEME, justement sur ce problème de financement de la rénovation énergétique des logements. Donc, il y a toutes des propositions d'orientation des politiques publiques donc ça vient de sortir en octobre 2022. Et donc, ils répartissent leurs propositions en distinguant, donc ça c'est logement, hein, on ne parle pas de tertiaire là-dedans, il y a les maisons individuelles, il y a les collectifs sociaux, et puis il y a les copropriétés. Dans chacun de ces segments de clientèle, si j'ose dire, il y a des orientations différentes. Donc pour les maisons individuelles, une mesure phare, ce serait d'accompagner systématiquement tout acquéreur de maisons de passoires thermiques à la rénovation globale lors de la mutation, c'est-à-dire en fait lors de l'achat, la vente de la maison passoire thermique. On essaierait donc vraiment d'avoir un accompagnement qui orienterait vers la rénovation globale et non pas vers la rénovation par geste. Et donc ça serait en premier lieu centré sur les passoires énergétiques. Et ensuite, on élargirait aux autres classes énergétiques. Deuxième mesure, c'est structurer mon accompagnateur Rénov pour prioriser les rénovations performantes et financer l'accompagnement hors fonds publics à terme. Ensuite, il faut simplifier le système de financement et l'orienter en faveur de rénovation performante, puisque ce n'est pas actuellement le système de financement n'est pas orienté réellement dans la rénovation performante et privilégie quelque peu la rénovation par geste qui, comme on l'a vu, n'est pas forcément des plus efficientes. Alors, toutes ces mesures sont hyper détaillées hein, dans le rapport de l'ADEME qui fait 130 pages. Donc, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez vous y consacrer. Ensuite, favoriser la structuration de la filière professionnelle pour l'orienter plus particulièrement vers la rénovation performante. Actuellement, cette filière est plus basée sur les orientations par geste, enfin les gestes techniques. Voilà. Bon, après, faire évoluer les outils techniques, ça c'est un peu plus, je dirais, spécialisé. Pour les copropriétés, il préconise la création d'un fonds rénovation énergétique qui serait donc un abonnement forfaitaire aux fonds travaux lors de l'acquisition. Et puis, conditionner les subventions au fait d'aller chercher sur chaque bâtiment la performance maximale atteignable.
Donc là, je pense qu'il y a des intervenants qui seront plus au fait que moi sur les copropriétés qui pourront donner des précisions là-dessus. Et pour les logements collectifs, qui sont en meilleure position finalement que les maisons individuelles. Enfin, on rencontre beaucoup plus de passoires thermiques sur les maisons que sur les logements collectifs qui sont à la limite gérés, qui ont un peu plus de contraintes pour les bailleurs sociaux, etc. Donc, normalisation de la façon de calculer le coût des opérations, parce que c'est un peu, je dirais, un peu pas la jungle, mais enfin, il y a beaucoup de divergences entre les acteurs. Libérer de nouvelles formes de revenus en complément des dispositifs de soutien public. Et par exemple, ça pourrait être, lors de rénovation, établir des sources d'autoconsommation d'énergie, panneaux solaires ou ce genre de choses qui pourraient intéresser les bailleurs. Après, je dirais que là, il y a vraiment, c'est des mesures qui sont vraiment orientées sur les capacités d'investissement, les conditions d'éligibilité aux aides, etc. C'est bon, c'est vraiment assez technique, donc je passe rapidement là-dessus. Et puis, il y a des propositions structurantes transverses. Et là, il y a renforcer la capacité d'action des sociétés de tiers financement. Alors, il y a quelques années, on avait écrit un cahier d'acteurs sur sur les sociétés de tiers financement. On avait prôné la création d'une société de tiers financement sur la région, ce qui, bon, n'a pas vraiment été écouté. Alors, les sociétés de tiers financement, il y en a déjà un certain nombre un peu partout en France. Et qui fonctionnent déjà sur déjà plusieurs, comment dire, qui interviennent depuis plusieurs années. Et donc, le principe, hein, je le rappelle, hein, c'est que en fait, on essaye d'alléger le fardeau, la falaise budgétaire, si je puis dire, pour les particuliers, enfin pour les gens qui entrent dans un logement à rénover. Donc là, en bleu foncé, vous avez le coût de l'énergie, enfin, donc consommée par le logement. Donc ça, c'est la situation avant le tiers financement. Pendant les travaux, bon, bah, donc le coût va baisser jusqu'à aboutir à un certain donc, coût réduit. Donc ça génère des économies par rapport à la situation précédente. Et sur ces économies d'énergie, eh bien, ces économies permettent de rembourser l'investissement. Et éventuellement, il y a une part des économies qui pourront être versées directement aux clients. Et après, une fois que, donc ça, c'est pendant une durée du contrat qui dure plusieurs années. Et à la fin du contrat, en fait, donc, le client bénéficie à plein des économies. Le client paye ici le coût réduit plus je dirais la redevance en quelque sorte à la société de tiers financement et ensuite bénéficie à plein des économies nettes. Donc ça c'est une mesure importante. Alors ils veulent également encourager la création et l'expérimentation de sociétés de tiers investissement où là il y a vraiment une prise en charge totale de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre par la société de tiers. Donc en fait, le particulier qui veut rénover son bâtiment n'aurait quasiment rien à faire. Il paye une redevance à la société de tiers investissement et c'est la société de tiers investissement qui prend en charge l'ensemble du chantier de rénovation et qui se paye donc sur les économies d'énergie. Alors, en fait, la différence avec les sociétés de tiers financement, c'est que là, le tiers financement s'occupe plutôt de la partie financement. Donc, et d'ailleurs, il faudrait développer les prêts qu'elles peuvent mettre en œuvre, l'éco-PTZ par exemple, ou ce genre de choses. Et là, la société de tiers investissement, c'est encore une prise en charge vraiment
totale quasiment du fardeau de la rénovation pour les particuliers. Moi, je trouve que c'est très important. C'est quelque chose qui est parce que il y a vraiment énormément de blocages chez les gens devant la complexité de ces chantiers de rénovation. Ensuite, donc, bâtir une feuille de route pour l'attractivité de la filière, parce qu'il y a monter en compétences, parce que là, il y a vraiment des besoins, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le nombre d'emplois à mettre sur ce secteur. Il y a vraiment des besoins de structuration de la filière et de montée en compétences pour pouvoir couvrir les besoins. Et donc là, une feuille de route au moins sur 3 ans pour aboutir à quelque chose de structuré. Soutenir financièrement les opérateurs de rénovation performante, et puis permettre aux entreprises de bénéficier des revenus liés à la performance, mise en œuvre de la garantie de performance réelle. Alors, il y a quand même un point, donc je vais terminer par ça. La notion de rénovation, quand même, au niveau des particuliers, il y a quand même une notion qui peut les intéresser, c'est la fameuse valeur verte, c'est-à-dire en fait, le fait d'investir dans la rénovation, eh bien, augmente la valeur de l'immobilier. Et là, par exemple, vous avez sur cette carte, ça c'est des calculs qui ont été faits par les notaires, les associations de notaires récemment. Par rapport à un DPE moyen de classe D, puisque D c'est la moyenne, on va dire, eh bien, ici dans notre région, un logement de classe AB a une surcote par rapport à de 9%. Et une passoire thermique, par contre, a une décote de moins 12%. Donc, entre un niveau BPC et une passoire thermique, il y a donc 21% de différence dans le prix d'achat ou de vente de la maison. Donc, c'est quand même c'est une façon aussi de voir les choses, une façon d'amortir l'investissement en termes de rénovation. Et bon, on va quand même terminer par un petit zoom sur la sobriété. On n'a absolument pas parlé. Enfin, la rénovation, c'est plutôt de l'efficacité, je dirais. Et donc, Negawatt a proposé récemment tout un ensemble de mesures pour avoir une baisse très rapide des dépenses, des dépenses d'énergie, oui, liées aux circonstances dans lesquelles on se trouve actuellement. Et donc, il y a toute une série de mesures proposées sur le bâtiment et le résidentiel. Et en fait, donc, le gisement d'énergie qui est mobilisable par les mesures, vous avez 4 grandes mesures qui totalisent une bonne partie des économies. Le chauffage à 19, ça, c'est effectivement, là, c'est la mesure qui rapporte le plus d'économies. L'étanchéité à l'air des ouvertures, la suppression des veilles des appareils et des dispositifs hydroéconomes. Ça, c'est donc l'économie sur l'eau chaude sanitaire. Après, il y a toute une série, mais qui sont moins importantes. Voilà, alors j'ai peut-être été un peu long, mais j'ai essayé d'avoir, je dirais, une vision des problématiques, en particulier de cette fameuse rénovation performante. Et donc, maintenant, je peux céder la parole à Henri Homme, je suis vice-président de Nantes Métropole en charge de l'énergie et du climat. Et à ce titre, je m'occupe de la partie rénovation du parc privé de logement. Et je suis aussi les enjeux de rénovation énergétique et l'impact sur la question énergétique au global. Je vais préparer une petite présentation. J'essaierai de pas faire trop long, mais je voulais vous parler un peu du rôle de la métropole et du positionnement qu'on prend nous sur ces questions-là. Et puis, comme j'ai envoyé la présentation, elle sera libre si vous voulez y avoir accès après. Donc déjà, un mini état des lieux à Nantes Métropole. Je vous ai mis un slide un peu dur là, mais c'est pour vous
partager le fait que la métropole produit pas mal de documents et de choses de référence. Je pense que vous, à Virage Énergie Climat, vous le savez, mais en gros, on va avoir le PCAET qui est un des endroits où on peut avoir pas mal de données sur les enjeux climat. Le nôtre date un petit peu maintenant. Et donc, le dernier à jour, c'est le schéma directeur des énergies qui découlait du PCAET. Et finalement, en fait, ces questions climat, énergie et aussi rénovation avec le plan local de l'habitat sont déclinées sur différents échelons avec chacun ses responsabilités. Si on reprend du coup notre schéma directeur des énergies, on a là toutes les données pour observer un peu finalement où est-ce qu'on dépense de l'énergie. Alors je ne vais pas tout vous faire, mais on voit que si vous regardez, en gros, c'est la moitié pour des ménages. Et si vous regardez en bas à droite dans les usages, on a 27% de l'énergie de la métropole qui est utilisée pour du chauffage. Donc, quand on parle de rénovation thermique, on va bien sûr s'attaquer à ça. Et aussi au tout petit 2% en bas climatisation, puisque je voyais une remarque dans le chat sur la question de la rénovation au-delà purement de consommation d'énergie. Le confort d'été fait de plus en plus partie des arguments qui marchent pour convaincre les gens de faire de la rénovation et donc finalement faire en sorte que cette petite case climatisation n'explose pas dans les années à venir. Hop. Je voulais vous montrer quelques slides qui je me suis dit pouvaient vous intéresser par rapport à vos travaux. On a donc dans l'ensemble de notre programmation énergétique, on doit diminuer nos consommations d'énergie évidemment, et donc on va impacter la partie rénovation en disant qu'il faut réduire d'une certaine quantité d'énergie consommée au global ce qu'on utilise pour le chauffage dans les logements. C'est moi je le perds. Donc, on arrive à la conclusion dans notre programmation qu'il faut qu'on perde 25% de la quantité d'énergie qui est utilisée pour le chauffage d'ici 2050. Ça paraît lourd et en même temps, c'est ambitieux quand on connaît un peu le temps et qu'on connaît un peu le parc de logement. Et je vous ai mis également l'âge du parc de logement. Et vous voyez qu'on a une majorité de logements. On a une majorité de logements qui sont entre 46 et 90, donc c'est assez large, mais c'est quand même une plage de logements sur lesquels on peut intervenir sur la rénovation. Si on avait beaucoup de logements après les années 90, on n'a pas les mêmes types d'interventions qu'il faudrait faire. Bon, ça je vais le passer parce que c'était plus pour vous. Sur le rôle de la métropole maintenant, qu'est-ce que la métropole peut faire? Quelles sont ses compétences dans le domaine de la rénovation? Alors, un petit historique, quand on fait un peu la rétrospective sur la métropole de Nantes, en fait, nous, on considère que ça a commencé en 2011, le parcours d'accompagnement à la rénovation thermique avec des conseillers climat, donc des gens qui vont dans les AG de copro pour accompagner et informer les gens sur les dispositifs d'accompagnement. Puis, en 2015, on a commencé à mettre en place un dispositif pour subventionner les projets de rénovation vers le VBC. En 2018, on a essayé d'unifier un peu tout ça. On a lancé la marque Mon Projet Rénov. D'ailleurs, Mon Projet Rénov date d'avant ma prime Rénov. J'aimerais dire qu'on s'est fait piquer le nom par l'État quand même, mais Mon Projet Rénov était antérieur. Et donc, on a commencé à unifier un peu nos politiques publiques à travers ce label-là. Et 2019-2020, des gros projets de programmation donc avec le PLH et le SDE. Et en 2021, on a eu le SAR. Donc là, c'est un dispositif national qui est décliné dans toutes les régions qui nous permet d'accompagner l'espace France Rénov, dont je vais vous parler après. Donc, qu'est-ce que c'est Mon Projet Rénov? C'est un peu, c'est une politique publique. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pour nous un sujet sur lequel on discute en interne, un sujet auquel on donne de la visibilité en externe et qui rassemble tout un tas de briques pour accompagner à la rénovation thermique des logements, et pas que thermique des logements, d'ailleurs, qui accompagne sur les projets de rénovation en général. Donc, on subventionne toutes les rénovations, enfin, une partie des rénovations en BVC pour les maisons et les copropriétés. On travaille sur la question de l'habitat indigne, de l'adaptation des logements, et ça, c'est important, parce que quand on touche au logement des gens, parler que mégawattheure, ça ne va pas les convaincre. Par contre, si on commence à parler aussi adaptation et tout, on arrive à mieux les accrocher. C'est aussi là qu'on travaille sur l'accompagnement par les chargés de mission dont je vous ai parlé, qu'on appelait Climat avant. C'est aussi là qu'on va piloter notre plateforme, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Et enfin, c'est aussi comme ça qu'on va regarder un peu l'impact qu'on a nous en tant que métropole, parce qu'au-delà de la question accompagnement et compétences, en fait, on est un peu prescripteur sur plein de choses.
On a aussi de la commande publique dans la rénovation, donc on a pas mal de choses. Donc on essaie d'unifier un peu tous ces sujets dans une politique publique. S'il y a des galères, je ne regarde pas le chat. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Alors, là encore, je me suis dit que j'allais vous donner un peu de chiffres. Donc, les différentes cases colorées que vous voyez, ça correspond un petit peu aux différents sujets que je vous ai pointés avant. On a des objectifs par type d'item. Donc, par exemple, on peut faire 700 rénovations de logements en BBC par an. Et ensuite, on a les moyens en dessous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne. Ce qu'il faut dire du coup, c'est que c'est pas le rôle de la métropole de faire les travaux, par exemple, c'est pas dans notre compétence d'avoir des gens qui vont concrètement faire les travaux chez les gens. Par contre, nous, sur la partie BBC, on va faire de l'accompagnement et de l'animation de projets pour la plateforme France Rénov. Et notamment, vous voyez sur la partie justement France Rénov, donc ces derniers dispositifs, c'est là où on a le plus haut parce que il faut faire rentrer beaucoup de gens dans des parcours de rénovation qui après sont éclatés sur nos objectifs de rénovation concrets, BBC. Et puis on a aussi donc tout ce qui est adaptation et logement locatif privé. Voilà, rapidement, ça représente un gros budget pour nous quand même, c'est 56 millions d'euros par an. Et on a mis en parallèle aussi avec le budget de l'ANA sur le thème. Du coup, rapidement, donc je vous ai expliqué un peu ce qu'on faisait, comment on s'organise en interne, parce qu'en fait, tout n'est pas internalisé à Nantes Métropole. Chaque territoire s'organise un peu comme il le souhaite. Nous, on travaille avec un ensemble d'acteurs. Donc, je vous ai mis ce diapo qui explique un peu comment on s'organise sur le territoire, qui gère quoi. C'est important parce qu'on voit les acteurs passer de temps en temps et on ne sait pas exactement qui fait quoi. Donc, ce qu'on fait vraiment, nous, en interne à la métropole, c'est l'accompagnement et les aides de mon projet Rénov que je vous ai présenté et le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie, le SLIM. Ça, c'est un programme qui va accompagner avec une entrée précarité énergétique. Donc, quand on a des gens qui sont en précarité énergétique, voilà, ils rentrent on les accompagne avec le SLIM et ensuite ils peuvent être dispatchés sur d'autres dispositifs. On a des accompagnements au sein de la ville de Nantes de la DEPARC, donc c'est tout ce qui est patrimoine, puisqu'on a pas mal de bâtiments avec des enjeux patrimoniaux qui demandent un accompagnement particulier. S'il y en a qui veulent me faire de la rénovation par l'extérieur sur le château de Nantes, je vois bien que ça va être compliqué cette histoire, donc il faut adapter à chaque fois. Ensuite, on a les aides nationales évidemment, donc ça c'est MaPrimeRénov et l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. On se fait accompagner, comme beaucoup de territoires, on se fait accompagner par Citémétrie pour l'accompagnement des syndics bénévoles, l'ingénierie financière quand il y a une maîtrise d'œuvre qui est votée, et puis pour les bailleurs, tout ce qui est conventionnement social. Solia aussi, qui est un acteur qui est présent sur pas mal de territoires, il me semble. Ça, il nous accompagne sur ce qu'on appelle les FOPAC. Alors, les FOPAC, c'est quand il y a des syndics de copropriété on dit non organisés, donc bénévoles ou des choses comme ça, et qu'il faut accompagner dans leur structuration. Mais c'est aussi assez important parce que les petites copropriétés sont un très gros enjeu. C'est les copropriétés de moins de 10 logements représentent plus de la moitié des copropriétés sur la métropole, et donc s'assurer qu'ils sont bien structurés, c'est très important. Et puis enfin, last but not least, et je sais qu'il est dans la salle, Julien, Alizé qui porte l'espace France Rénov et qui là nous fait en fait porte une grosse partie du programme d'accompagnement des usagers, ce qui est un enjeu majeur parce que il faut vraiment voir ça comme un parcours usager, voilà, comme on peut faire dans notre domaine. Quand quelqu'un rentre, passe le premier coup de fil, il ne faut pas le lâcher, il faut vraiment qu'il ou elle aille jusqu'à sa rénovation, c'est ce qu'on a dit, une rénovation globale. Et donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec France Rénov. Ensuite, je voulais vous parler rapidement de l'accompagnement financier de Nantes Métropole, parce qu'on en est assez fiers quand même. Je vous ai dit déjà qu'on accompagnait les projets qui vont vers le BBC. Ça a été rappelé par Jean-Claude Clément, hein, il ne faut pas qu'on fasse des projets à l'acte, il faut vraiment qu'on fasse des projets globaux. Et je pense que l'argent public doit aussi servir à faire des trucs qui sont vraiment utiles. Donc, c'est pour ça que nous, on va vers de l'accompagnement pour des projets qui vont vers le BBC. On a des petites dérogations parfois, mais c'est la norme, c'est vraiment accompagner des projets vers le BBC. Donc, nous, on cherche à sécuriser les gens. Donc, on va subventionner une partie de l'audit parce que sortir l'argent au début, c'est le plus compliqué. Surtout l'audit, voilà, on n'est pas encore sûr, on ne sait pas encore vers quoi on va. Donc, on accompagne cette partie-là, on subventionne la moitié. On subventionne aussi une partie de la maîtrise d'œuvre parce que c'est pareil, on est en train de faire son programme, on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, donc il faut vraiment sécuriser cette partie-là aussi.
et à la fin, on vient subventionner une partie des travaux. Donc ça, c'est un programme qui est en cours depuis quelques années à Nantes. On a eu des retours plutôt positifs, il me semble. Je suis preneur de vos retours également sur ce que vous en pensez, parce que comme tout, ça évolue. Voilà, on fait évoluer le règlement régulièrement. Bon, ça, c'est un peu qu'est-ce qu'il faut checker comme liste pour rentrer dans mon projet, dans l'accompagnement de mon projet Rénov'. Je vais pas tout vous lister, mais en gros, on va chercher à accompagner les copropriétés où il y a au moins la moitié de logements, parce que voilà, on se dit que ça pourrait être une dérive si jamais on était sur des endroits où il n'y a pas assez de logements. Vous dire aussi qu'on a un réseau de chaleur urbain sur la métropole pour se passer du vecteur énergétique électricité ou gaz pour le parti chauffage en tout cas. Voilà, ils sont obligés d'étudier le raccordement au réseau de chaleur urbain. Il y a une partie du réseau de chaleur urbain qui est classée, qui oblige au raccordement de toute façon. Et on a des bonifications isolants biosourcés et pour les usages des énergies renouvelables, puisque je voyais un sujet sur le chat avec Jean-Michel Mésange. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été utilisé dans l'histoire de mon projet Rénov' parce que le dispositif est mal fichu sur le bonus biosourcé. En fait, on donnait un bonus de 15 euros du mètre carré pour ceux qui mettent du biosourcé et visiblement, c'est pas assez. Donc, on est en train de le réviser pour essayer de faire en sorte que les gens aillent vers le biosourcé et qu'on ait des dispositifs qui correspondent aux besoins. Voilà, ça j'en ai déjà parlé, je vais passer rapidement. Peut-être juste vous dire aussi sur les résultats. Donc, je vous ai dit, on regarde vraiment l'ensemble comme un parcours, c'est-à-dire que les gens rentrent par l'audit, vont vers la maîtrise d'œuvre, puis vers les travaux. Donc, on regarde à chaque échelon, on a combien de projets dans les tuyaux, est-ce qu'on est sur est-ce qu'on est au niveau. Vous voyez que par exemple sur les travaux, sur 2021, il y a eu on a eu 5 projets en BBC qui représentent 546 logements, donc on a eu des très gros projets, sachant qu'on est censé faire 700 logements par an. Donc, on n'est pas si loin de l'objectif, mais en même temps, on a pris du retard en 2020. Là, on a une très forte dynamique de reprise sur les années 2022-2023. Donc, nous, on est en début de chaîne, donc on se dit évidemment, ça va poser des questions après pour les artisans et tout, parce qu'il faut quand même avoir du monde pour les faire. Mais on voit que là, on a eu 39 votes sur l'année 2022 pour des travaux, donc ça veut dire qu'on est en train d'amplifier. Alors, il y a deux manières de le voir. Soit on en voit plus nous, parce qu'on ne voit pas tout. Il y a des gens qui peuvent faire des travaux sans nous solliciter, et du coup, ils ne sont pas dans les chiffres. Donc, soit on est plus identifié, soit il y a plus de travaux, soit un peu des deux. Voilà. Mais en tout cas, nous, on voit une vraie dynamique, et c'est positif. Voilà, et après quelques outils, la maison de l'habitant, parce que c'est vrai que c'est compliqué toutes ces questions de rénovation. On a même France Rénov, d'une certaine manière, est un programme qui cherche à accompagner les gens parce que c'est compliqué. Et donc, on a, nous, en plus, sur la métropole, on a une maison de l'habitant. On a cherché à rassembler un peu les différentes briques de la rénovation, enfin de l'accompagnement sur la question d'habitat, avec Solia, Ladil et Alizé, qui sont donc à côté du tram Jean Jaurès à Nantes. Donc, c'est plutôt intéressant et plutôt identifié par les habitants. Donc, voilà, c'est un outil vraiment, vraiment intéressant. Un petit peu saturé, je le sais, cher Julien Bourbon. Mais voilà, c'est un outil sur lequel on compte beaucoup. Et je voulais vous parler d'un sujet qu'on pousse un peu à la métropole et qu'on est en train d'expérimenter, qui s'appelle la zone de rénovation concertée. C'est un peu une espèce d'adaptation de Energy Sprong, vous savez, ce dispositif néerlandais qui vise à faire de l'industrialisation de la rénovation. Bon, bah là, en fait, on va aller dans des zones pavillonnaires principalement, des maisons qui ont toutes été construites en même temps, qui se ressemblent à peu près, et on va faire du porte-à-porte chez tout le monde en disant, voilà, on lance un programme de rénovation. Est-ce que vous voulez pas faire un tiers groupé où en fait on fait des audits un peu collectifs parce que les maisons sont toutes pareilles et en fait voilà, on fait des achats groupés, on lance une dynamique collective autour de la rénovation des maisons. C'est un dispositif qui est sur le papier super intéressant, qui fait quand même ses preuves. On n'a pas 100% d'adhésion comme voilà, ça marche jamais à 100%, mais quand même on arrive à massifier un peu et à gagner du temps aussi du côté de l'animation. Donc c'est ça le plus important parce que toutes nos plateformes et tout sont complètement saturées, donc tout le temps qu'on peut gagner, c'est du plus. Donc voilà, la zone de rénovation concertée, c'est pas nous qui avons inventé le nom d'ailleurs, hein, ça existait ailleurs, mais je trouve ça plutôt intéressant. Et on a aussi l'éco-appartement, qui est un lieu physique vers Bellevue, il me semble, où du coup on a un lieu aussi, un programme et on fédère tout un réseau d'acteurs pour parler de ces questions de rénovation, avoir une approche aussi
je sais pas, sensible en fait de ces sujets, parce que sinon, quand on parle rénovation, c'est un peu trop général. Enfin, les gens voient pas bien. Donc, le but, c'est d'avoir aussi des lieux physiques pour que les gens aillent dedans et puissent se rendre compte de ce que ça fait. Voilà. Après, j'ai 15 pages d'annexes, mais voilà, on m'a demandé de présenter ce que fait la métropole, donc j'en ai terminé. Je suis dispo pour les échanges. Tristan? Oui. Martin, donc je prends le bâton de parole puisqu'il y a un petit problème de micro peut-être dans la salle. Je me permets de t'adresser quelques petites remarques et questions. Donc, on voit bien en tout cas que les actions de Nantes Métropole ont un effet assez positif et que on va dire que la boule de neige commence à grossir. Donc, les effets sont réels et on espère qu'ils vont s'amplifier. Au passage, je peux témoigner, donc je me présente un tout petit peu plus. Je suis maître d'œuvre en rénovation thermique des copropriétés en particulier. Je travaille essentiellement sur Angers, un tout petit peu sur Nantes, et je peux témoigner de la plus grande difficulté à Angers d'aller vers des projets BBC. Donc, il y a un vrai effet fléchage de ce dispositif et c'est bien parce que ça agit dès la phase amont, c'est-à-dire dès l'audit où on commence à orienter les gens sur des scénarios de travaux. On commence à étudier très clairement le scénario BBC et à en faire un objectif, et non pas un truc lointain qu'on n'arrivera jamais à atteindre puisque voilà, c'est trop compliqué, etc. Donc ça, c'est vraiment effectif. Et ma question, c'était de dire, enfin d'abord l'espoir, c'est que la méthode nantaise, entre guillemets, puisse s'aimer un peu au sein de la région. Et j'ai fait le calcul là pendant ta présentation. Donc Nantes Métropole, c'est à peu près 1/6 de la population régionale. Donc il reste 5/6. Et donc quel lien est-ce que Nantes Métropole a avec les autres collectivités, les autres territoires, etc. Et comment vous vous entendez pour essayer d'échanger là-dessus et de leur montrer vos bonnes pratiques. Il n'y a pas que Nantes, hein, métropole, qui travaille bien, c'est pas ce que je veux dire, mais là, comme on a un exemple et qu'on t'a sous le coude, ce serait intéressant que tu puisses nous témoigner dans quelle mesure est-ce que ça se diffuse et que vous échangez entre vous, parce que les dispositifs des collectivités ont un impact assez énorme sur les pratiques locales, quoi. Ouais, je peux répondre. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la période de crise énergétique est assez flippante pour tout le monde, je pense, mais ça a un intérêt, c'est de faire monter les enjeux énergétiques comme un vrai enjeu stratégique. C'est-à-dire que c'est plus on débat sur est-ce qu'il faut installer une éolienne. Là, tout le monde prend conscience que vraiment, il faut travailler sur la résilience énergétique du territoire parce que sinon, on subit et que c'est pas possible. Et ça fait monter la question de la rénovation thermique comme un enjeu stratégique de territoire. Et je trouve, moi, je le vois dans mes échanges avec les élus de différentes communes puisqu'on on a différentes instances comme le pôle métropolitain, on échange avec des communes voilà, sur différentes communes sur le département. Je trouve qu'il y a vraiment cette prise de conscience, quoi. La rénovation thermique, c'est plus un sujet annexe, c'est un enjeu stratégique. Si on veut se passer du gaz russe, il faut qu'on fasse de la rénovation thermique. C'est un enjeu géopolitique presque. Et du coup, cette montée-là, elle est vraiment intéressante dans les échanges. Et je pense que du coup, c'est susceptible de créer un petit électrochoc sur les dispositifs de rénovation sur tous les territoires. Après, sur la question de Martin, sur comment est-ce qu'on essaime, bah, je pense que, enfin, Julien Bourron pour en parler sur le rôle central d'Alizé sur ces questions-là. Hein. Alizé, c'est quand même le plus gros opérateur de France Rénov de France. C'est-à-dire qu'il y a différents opérateurs qui sont l'espace France Rénov. Alizé est le plus gros en France. Et nous, à la métropole, on fait le choix de continuer à les soutenir, de ne pas faire des mises en concurrence un peu clairement à la con, où en fait on cherche à faire du moindre coût. Non, nous, on a un opérateur qui fonctionne bien et qui peut accompagner d'autres collectivités après. C'est-à-dire que si une collectivité veut lancer maintenant un dispositif d'accompagnement, de but en blanc, ça va être compliqué. Donc, ils ont besoin de s'appuyer sur des acteurs associatifs solides. Donc, nous, à la métropole, on soutient Alizé aussi pour avoir des acteurs associatifs solides qui sont en capacité d'accompagner tous les territoires. Voilà. Que vous m'entendez? Oui, super. Donc, bonjour déjà à tout le monde là que je ne vois pas forcément en visio. Donc, Julien Bourron, je suis directeur des programmes pour l'association Alizé, dont Tristan vient de faire l'éloge, merci. Donc, on est une association loi 1901. On existe depuis un peu plus de 30 ans. On a un peu plus de 60 salariés maintenant, répartis sur 3 sites, Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Une centaine d'adhérents et on a pour mission
d'informer, sensibiliser, conseiller, accompagner. Vous mettez pas mal de mots différents, mais qui veulent dire emmener les citoyens vers la transition énergétique, sur les questions de rénovation énergétique, changement des pratiques en termes de mobilité, travaille aussi avec les scolaires sur des actions d'éducation à l'énergie dans les écoles. On accompagne aussi des collectifs citoyens porteurs de projets ENR sur les territoires. Et j'en oublie un dernier. Mes collègues vont aussi sur les questions de précarité énergétique, aussi des publics en situation de précarité énergétique. Donc là, on va se concentrer plus sur l'aspect rénovation, même s'il y aurait plein d'autres choses intéressantes sans doute à dire. Sur l'aspect rénovation, donc on est porteur des espaces désormais qui s'appellent France Rénov, qui avant s'appelait les espaces Conseil Fer, et avant ça s'appelait les espaces Info Énergie. Donc on change de nom à chaque fois, mais c'est un peu les mêmes derrière. La petite nouveauté avec cette logique France Rénov, c'est que désormais, on a alors à la fois plus de moyens, mais il y a beaucoup plus de demandes aussi. Et puis, on a une capacité d'accompagnement qui est supérieure à ce qu'on faisait sous une logique espace info énergie, où on faisait de l'information et du conseil, entre guillemets, un peu one shot. Là, on va pouvoir faire de l'accompagnement sur notamment les rénovations en performance. Moi, l'idée là, de mon intervention, c'est pas de redécrire tout le dispositif parce que déjà, on en aura pour la soirée. S'il y en a que ça peut intéresser, on a fait un très bon rapport là, pour notre métropole dernièrement. Il fait 156 pages de mémoire. Il y a pas mal d'infos dedans et tout est décrit. Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui nous intéresse ce soir. Moi, j'avais envie de vous faire un peu un retour côté terrain. Et la question qui m'était posée, c'était finalement, c'est quoi les freins aujourd'hui que nous on identifie du terrain à la question de la massification de la rénovation énergétique. Alors moi j'ai listé au moins 7 points. Je vais essayer de rentrer dedans, mais succinctement, parce que là aussi on va pas prendre toute la soirée. Et puis j'ai les 3 derniers points en fait qui vont directement concerner le monde des artisans. Donc je passerai la parole à Maxime Descobat. Je pense qu'il en parlera mieux que moi. Un premier point, donc là je vais surtout me concentrer sur 4 éléments. Premier point, il y a une question relative à la complexité des solutions techniques, à la complexité de la rénovation énergétique. À la fois parce que, on l'a vu dans la présentation de Jean-Claude tout à l'heure, une rénovation pour qu'elle soit performante, pour qu'elle soit globale, complète, avec des traitements de tout un ensemble d'éléments, les points d'étanchéité à l'air, les questions des ponts thermiques, etc. Donc déjà, la conception même d'une rénovation performante, c'est quelque chose de complexe. Il ne s'agit pas de monter 4 murs de parpaing, une charpente, et puis hop, c'est bon. C'est un objet technique complexe, une maison performante. Et au-delà de cet aspect complexe de la compréhension en fait, des enjeux de la rénovation d'un bâti, il y a ensuite toutes les solutions qui existent. Et autant il y a 40 ans, en gros, on avait le choix entre 3 types d'isolants, une laine minérale, un polystyrène, et puis je ne sais quoi. Et puis on avait en solution de chauffage chaudière fuel, des radiateurs électriques ou une chaudière gaz. Aujourd'hui, vous avez une offre pléthorique avec chaque matériau et chaque solution qui a des avantages, des inconvénients. Il n'y en a pas un forcément meilleur que l'autre. Donc, il faut réussir à défricher, comprendre c'est quoi ces solutions techniques qui existent et faire des choix en connaissance de cause et choisir des solutions les plus adaptées à son logement. Donc, cette complexité technique-là, elle est aujourd'hui, pour nous, un frein massif parce que les particuliers ont l'impression de se faire avoir, en fait. Il y a un artisan qui va lui dire ça, un autre qui va lui dire un autre truc, et puis le troisième qui va lui dire encore l'inverse. Donc, dans ce marasme, la réaction souvent normale, quand on est face à des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est que on s'arrête, on se bloque et on passe pas à l'acte. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la question des dispositifs d'aide, que je vais attaquer plutôt sur l'angle à la fois de la complexité. Ça fait 15 ans que je travaille à l'ISEE. Les dispositifs d'aide nationale n'ont jamais été aussi complexes. C'est un merdier sans nom. Désolé du terme, mais mon dispositif MaPrimeRénov', je me souviens quand moi je faisais le job de conseiller, on avait une petite plaquette ADEME d'une quinzaine de pages qui expliquait 3 dispositifs d'aide différents. Là, moi, quand je vais voir les collègues qui sont en conseil, ils ont un fascicule A4 de 30 pages juste pour MaPrimeRénov'. C'est incompréhensible. C'est vraiment pour un particulier, c'est des heures et des heures de formation juste pour comprendre le dispositif. Puis derrière, vous avez des C2E, des non-cumuls, des machins, des trucs.
qui évidemment en plus… Un défenseur des droits récemment qui Ouais. a dit qui a beaucoup décrié ma prime rénov en disant qu'il y avait énormément de dysfonctionnements et de… Ouais. C'était… Je ne sais pas si vous entendez Jean-Claude qui dit que le défenseur des droits, si vous l'avez entendu. Ouais. Donc oui, c'est pas étonnant. Nous, on le sait au quotidien, on le voit, les gens sont démunis. Donc il y a cette complexité et puis l'instabilité, parce que tous les 6 mois, le législateur change des lignes. Donc entre le moment où le particulier a commencé à comprendre à quoi il a droit, et puis le moment où il passe à l'acte, et puis il rappelle, et puis il regarde le formulaire, et puis hop, maintenant ça a changé, c'est plus telle valeur, tel truc. Et une synchronicité pas toujours évidente avec les dispositifs d'aide locaux, puisque du coup, le particulier finit par avoir des niveaux de revenus, des niveaux de performance à atteindre qui peuvent être différents sur une échelle nationale, sur différents dispositifs d'ailleurs, il peut y avoir différentes valeurs, sur une échelle régionale et puis sur une échelle locale. Donc forcément, et tout ça, ça bouge tous les 6 mois. Donc forcément, vous vous retrouvez avec particulier qui se sent sur le papier soutenu parce qu'il y a une communication massive qui est faite en disant rénover, on a plein d'aides, des milliers d'euros. Et puis en fait, face à cette complexité et puis que ça change tout le temps, là aussi, on a un effet de blocage. Le troisième point, il est un peu moins technique, néanmoins très important. C'est une question de normes sociales. Comment on fait pour que la rénovation énergétique soit un enjeu enviable, que ce ne soit pas quelque chose de purement technique, il faut le dire comme on est. Alors nous, on est des très mauvais exemples, et puis je pense que toutes les personnes qui s'intéressent ce soir au sujet et qui sont là sont des mauvais exemples, mais une isolation par extérieur, c'est pas très sexy et ça intéresse assez peu les gens. Par contre, avoir une nouvelle bagnole ou se payer un voyage à l'autre bout du monde, ça tout de suite, ça donne un peu plus envie de dépenser des sous. Donc, comment on fait pour que la rénovation énergétique devienne un enjeu de fierté ou voilà, je ne sais pas quel mot on peut mettre derrière, mais dans la norme sociale, il faut que ça devienne, que ça revienne, voilà, que ça devienne désirable et que ça revienne sur le devant de ce qu'on doit avoir finalement chez soi et qui est désirable par tout le monde. Avec ça, il y a cette question, et en quatrième point, la question des moyens financiers. Là, j'apporterai un peu plus de nuances parce que on a des écarts types énormes de revenus. On se focalise souvent parce qu'il y a un enjeu dans les questions de transition énergétique, il y a un enjeu aussi social fort. C'est-à-dire que si on laisse sur le bord de la route ceux qui ont le moins de ressources, on va rater clairement quelque chose. Et il faut que les dispositifs soient adaptés à cela. Pour autant, aujourd'hui, on a une masse de ménages qui ont les moyens, qui ont très largement les moyens. Je reconsultais tout à l'heure, c'est consultable en ligne sur le site de la Banque de France. Vous avez un résumé des épargnes, de l'épargne en France au premier trimestre 2022, puisqu'ils affichent les trucs avec toujours 2 trimestres de décalage. La somme de l'épargne en France, c'est 5 800 milliards d'euros. 5 800 milliards d'euros. C'est quand même massif. Et on peut se dire que les moyens, on les a d'une certaine manière. Donc ça, c'est dans des assurances-vie, dans les placements financiers, dans des épargnes, c'est de l'argent du bas de laine, d'argent de côté. La moyenne par ménage, elle est de quasiment 40 000 euros. Donc, pardon d'être trivial là aussi, mais du pognon, il y en a. Donc, faisons déjà en sorte d'accompagner tous ceux qui ont les moyens et à qui on va rendre la rénovation désirable. Ça permettra de monter la marche qui est souhaitée. Et ne nous focalisons peut-être moins sur ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas les moyens, que la maison c'est compliqué, etc., etc. Parce que forcément, ceux-là, c'est les derniers qu'on fera passer à l'acte. Et puis les 3 derniers points, mais qui vont me permettre de lancer Maxime. Il y a 3 points aujourd'hui qui sont en difficulté. Il y a la question de la formation des artisans, la formation à la performance énergétique. C'est pas forcément la formation à l'acte, quoi qu'on pourrait en dire aussi, mais déjà juste sur la performance énergétique. Quand en plein milieu du chantier, vous avez l'électricien qui vient et qui vous défonce le pare-vapeur de partout pour passer ses câbles parce qu'ils
ils n'ont pas forcément bien coordonné, mais parce que lui-même, volontairement, il n'a jamais choisi de défoncer le pare-vapeur, il ne sait pas trop à quoi ça sert, donc il n'est pas formé pour ça. Il y a une vraie difficulté de formation des professionnels sur ces sujets. La question aujourd'hui, et on le sent fortement, de la disponibilité des artisans, et donc le fait d'avoir des professionnels qualifiés en masse pour faire les travaux. Aujourd'hui, alors il y a à peu près 2 ans, nous, entre le moment où le particulier commençait à faire des devis et les chantiers se lançaient, il fallait 6-8 mois. Aujourd'hui, entre le moment où ils font des devis et la mise en chantier, on a plutôt des délais de 12 à 18 mois. Donc, ça s'allonge parce que les professionnels aussi ont un carnet de commandes qui est complètement rempli et ils n'arrivent pas à recruter. Ils n'arrivent pas à trouver du monde. Donc, il y a une vraie difficulté dans la filière d'avoir des professionnels compétents, mais aussi en quantité. Et puis le dernier, et on commence à en voir les premiers effets, c'est mais quelque chose d'annoncé depuis longtemps, une raréfaction des matériaux. Certains non renouvelables, d'autres renouvelables d'ailleurs, parce que là, il y a des tensions fortes sur notamment l'acier ou le bois. On commence à voir apparaître ces tensions qui, là aussi, freinent grandement les chantiers. Comment on s'assure, pour une massification de la rénovation énergétique, d'avoir accès à des matériaux en quantité suffisante pour réaliser les chantiers? C'est un vrai enjeu. Et au-delà de l'aspect des matériaux biosourcés qui ont plein de qualités que je ne vais pas redéployer ici, il y a, je pense, un enjeu du fait d'être sur des matériaux renouvelables. Et donc, pour le coup, on pourra sans doute avoir en quantité beaucoup plus importante que des matériaux où les ressources sont finies. Et c'est là où je passe la parole à Maxime pour un propos d'introduction. Faut que je sauve l'artisanat après tout seul, là. C'est ça. Bonsoir à tous. J'avais prévu une diapo, mais je l'ai fait passer. Vous la diffuserez. Je vais aller plus vite comme ça, directement dans les échanges. Non, je sors du diapo. Donc moi, juste avant de vous parler d'Ecobat, j'ai vécu aussi les mêmes sujets puisque j'ai fait 5 ans moi, d'accompagnement à la rénovation énergétique de ménages. Alors, on était en Bretagne, on avait l'avantage d'avoir un petit temps d'avance et on était même sur des dispositifs expérimentaux qui servent aujourd'hui voilà, sur les plateformes, sur les différents programmes qui ont été évoqués. Et il y a un sujet qui manque que nous, on avait mis en place pour le coup dans les prescriptions de l'ADEME, dans ce qui est fait à Nantes, dans ce qui est fait. En fait, c'est fait nulle part. C'est la notion aussi de contrôle, parce qu'on aide, on arrose, et puis en fait, on contrôle rien du tout. Alors, on contrôle aussi que les entreprises via le RGE, mais en fait, c'est pas... Bon, je vais pas rentrer dans ce débat sur le RGE, mais il y a un vrai enjeu sur le contrôle, et pas du contrôle juste pour faire de la répression, mais aussi du contrôle un peu pédagogique, d'aller voir les chantiers et aussi de faire progresser les entreprises qui, elles-mêmes, sont bousculées, en fait, par les évolutions, par la demande. Et oui, il faut se former. Et en fait, c'est en allant les voir sur les chantiers que potentiellement, il y a moyen de les former. Donc voilà, donc j'ouvre peut-être un sujet qui pourrait être creusé ici ou là, mais pour moi, la notion de contrôle, elle est importante. Et la notion de moyens et de complexité, nous, c'est clair qu'on l'avait testé. On avait mis des aides aux travaux pour faire de l'isolation, pour mettre un poêle. Ça fonctionnait, il y avait des travaux qui sortaient, mais jamais du performant. Et puis un jour, on a arrêté de mettre des primes aux travaux et on a juste financé de l'étude en amont et de l'accompagnement à la maîtrise d'œuvre. Donc ça, Métropole le fait déjà. Mais pour le coup, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup plus de travaux, mieux faits. Et puis du coup, avec moins d'argent public, puisqu'en fait, les travaux n'étaient pas directement aidés, on allait chercher les dispositifs nationaux et le local ne finançait que la partie ingénierie en amont, ce qui permettait de lever, entre autres, la complexité technique du projet, puisque le particulier pouvait confier ses aspects techniques à un professionnel de la maîtrise d'œuvre qui, derrière, gérait la suite avec les professionnels, quoi. Donc, il y a un vrai enjeu aussi à où on met l'argent et effectivement mettre des primes toujours plus compliquées les unes que les autres, parce que moi, j'ai l'avantage de travailler à l'échelle régionale. Chacun réinvente son petit dispositif dans son coin. Et un coût, alors si je prends sur les matériaux biosourcés, un coût, c'est 1 € par mètre cube de densité, de mètre carré, de déphasage. Voilà, puis de l'autre côté, ça va être du 10 € du mètre carré, sauf si, bref, chacun fait son petit dispositif qui est totalement incompréhensible
notamment pour les professionnels qui, eux, travaillent sur des territoires beaucoup plus larges qu'une petite communauté de communes. Et que tout l'enjeu, bah, c'est de les amener dans cette vision globale. Donc oui, l'ingénierie en amont du projet, elle a toute son importance. Donc ça, c'était pour mon passé. Mon présent maintenant, moi, je suis donc chargé d'animation et de développement du réseau Ecobat sur la région Pays de la Loire. Donc Ecobat, c'est également une association. On a 320 adhérents aujourd'hui. Moi, je fais partie de l'équipe technique. Alors, on n'est que 10, mais on y va petit à petit. Donc 320 adhérents qui sont répartis pour la plupart en Pays de la Loire, mais aussi en Bretagne, Centre-Val de Loire. Et puis maintenant, en développement sur d'autres régions. Et tous ces adhérents, on va retrouver tout le champ de compétences nécessaires pour faire de l'éco-construction solidaire. Donc les métiers de la conception, les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les artisans et entreprises du maçon jusqu'au peintre, et puis également les structures d'insertion par l'activité économique. Alors, autour de tout ce monde, on a aussi les fabricants de matériaux biosourcés qui gravitent, les négoces, des formateurs. Mais l'enjeu de ce noyau d'adhérents, c'est qu'il va plutôt se constituer sous forme de groupes locaux, un peu partout sur les territoires, où dans un groupe, on va faire en sorte de retrouver l'ensemble des métiers qui sont nécessaires justement pour faire un projet de rénovation, de construction dans son ensemble, de la conception jusqu'à la finition. Donc nous, en fait, on voit bien qu'il y a des freins. Moi, je ne vais pas revenir dessus parce qu'ils ont été très bien évoqués. Par contre, nous, on est plutôt à essayer de se mettre du côté de la solution. Donc moi, c'est aussi ce qui m'a fait changer de travail, c'est que j'ai fait 5 ans de conseil et d'accompagnement. Bon, une fois qu'on a donné le conseil et que le particulier part avec ses infos, voilà. Et donc, je me rendais quand même bien compte que ça se jouait aussi au moment du passage de relais avec les professionnels. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans un réseau où là, on est aux côtés des professionnels. Et en gros, nous, déjà, le premier truc qu'on fait, c'est de faire en sorte qu'ils se structurent, qu'ils apprennent à se connaître et puis qu'ils travaillent ensemble. Et quand on parle du sujet de rénovation performante, ça a du sens puisque on va faire intervenir potentiellement entre 5 et 10 acteurs différents sur un même projet. Entre les métiers de la conception, de la maîtrise d'œuvre et puis après du maçon jusqu'au peintre, on peut aller jusqu'à 10 ou 12 acteurs différents. Donc, ils ont plutôt intérêt à se connaître et s'organiser un minimum. Donc, nous, on y va là-dessus. Et puis derrière, on a un peu évolué aussi. C'est que pendant un moment, on avait un porteur de projet qui nous appelait. OK, on envoie les numéros de téléphone de nos adhérents. Bon, ça ne suffit pas. Donc, il y a aussi toute cette notion de suivre un peu ce qui se passe, notamment parce que nos entreprises sont hyper chargées. Et donc, de les relancer et de les organiser et de se dire, il va falloir aller à 4 ou 5 voir une maison. On va organiser cette fameuse visite commune qui va faire que vous allez voir la même chose dès le départ et potentiellement, vous allez partir sur la même base pour établir vos devis. Et puis, il y a toutes les chances pour que le projet, il se passe bien par la suite, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ah mince, on a oublié de chiffrer ça. Mince, on n'avait pas vu cet aspect-là. Donc, venir vraiment ajouter cette démarche collective pour porter aussi de la rénovation de qualité. En rénovation, on fait aussi de la construction. Mais forcément, vu qu'on a beaucoup d'artisans, on est à 90, 95, voire 98% sur des thématiques de rénovation. Donc vraiment, accompagner une offre la plus complète possible et puis la plus qualitative possible aussi. Ça, c'est pour la partie structuration. En deux, ça a été évoqué, la formation. Nous, c'est un gros sujet chez nous. On a du coup notre propre organisme de formation, justement pour accompagner nos adhérents à faire évoluer leurs pratiques. D'un aspect technique, les matériaux ils changent, la rénovation ça change, tout change, donc il faut les adapter en permanence. Mais on ne les forme pas que sur le plan technique, il y a aussi la partie organisationnelle. On a trop de boulot, comment on gère? En fait, une entreprise toute seule, il faut qu'elle adapte un peu tout ça. Donc on a tout cet accompagnement. Et puis, ce qui fonctionne énormément là depuis quelques années, c'est qu'en fait, on les forme à former. Et du coup, à leur tour, ils vont pouvoir former leurs nouveaux salariés, les apprentis. Donc là, on commence notamment, pareil, des dispositifs expérimentaux avec le CFA de Saint-Herblain, où on est rentré dans un CFA avec des CAP et des BP pour leur expliquer ce que c'est que le travail ensemble, la rénovation et les matériaux biosourcés. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc voilà. Donc maintenant, étape 2, on forme les profs qui formeront eux-mêmes les élèves la prochaine fois. Et puis, un gros enjeu chez nous, c'est aussi de former des personnes éloignées de l'emploi. C'est aussi pour ça qu'on a les structures d'insertion dans le réseau.
Parce qu'on a des personnes qui cherchent du travail, de l'autre côté, on a des entreprises qui cherchent à embaucher. Bon, bah, il y a un moment, on essaye de faire que ça matche et donc de former une entreprise à accueillir une personne qui est pas compétente sur un sujet et puis de la former de A à Z pour l'insérer et puis pourquoi pas l'embaucher. Pas plus tard que ce matin, j'organisais une visite découverte, on était dans le Maine-et-Loire, voilà, des demandeurs d'emploi qui sont venus visiter des entreprises. Et on a eu la chance de croiser une personne qui était en CDI dans une entreprise actuellement et qui avait fait cette même visite il y a 2 ans et demi, quoi. Voilà. Donc, on sait que ça fonctionne si les entreprises elles sont volontaires et qu'elles sont aidées là-dessus. Et puis, bah, on a plein d'adhérents qui ont l'avantage d'avoir accumulé plein de compétences, notamment autour de la rénovation et des matériaux biosourcés, et qui maintenant forment leurs potentiels futurs concurrents, mais en tout cas forment les entreprises du territoire. Et ça, il y a tout un enjeu, c'est que, bah oui, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises et en plus, il y en a plein qui n'ont pas encore les compétences qu'il faudrait pour avoir des belles rénovations performantes. Donc, nous, on a des adhérents qui sont prêts à former leurs concurrents parce qu'ils préfèrent être mis en concurrence face à des gens qui ont le même discours qu'eux plutôt que de devoir redémonter un discours voilà, qui en plus brouille encore plus les pistes du client. Donc voilà, la structuration et la formation. Et puis, on a l'avantage d'avoir des adhérents qui ont plein d'idées. On est connecté à tout un tas de réseaux, ce qui nous permet des fois de tester des choses. Donc, on est notamment en partenariat avec l'association Alizé, là dans le 49 sur le dispositif Chauffe-toi, en lien aussi avec le Secours catholique. Alors là, on n'est pas dans de la massification pour le coup, on est à l'opposé de ça. Mais l'idée, ça va être de faire de la rénovation chez des personnes qui sont en très grande précarité énergétique. On n'est pas dans de la massification parce que vu le temps qu'on va mettre à sortir un dossier, on ne va pas massifier. Par contre, l'enjeu de sortir ces gens-là de la précarité, il est gigantesque. Et on déploie donc voilà, le triptyque avec le Secours catholique qui fait un vrai accompagnement humain. Donc là, on parlait d'accompagnement. Voilà, alors là, on est sur plus d'une centaine d'heures d'accompagnement à aller vers des travaux. Nous, forcément, on va chapeauter nos entreprises pour qu'elles aillent vers des personnes qui pourraient faire peur un peu de première approche, qui n'ont pas de moyens. Voilà. Souvent, les professionnels, quand ils voient ça, ils disent oh, ben non, j'ai un autre projet, je ne pourrais pas venir. Donc là, nous, c'est l'enjeu de les amener là-dessus. Et puis d'être chapeauté, paralysé, notamment qui va aller aussi rechercher des fonds complémentaires pour financer tout ça. Donc d'expérimenter des petites choses, et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans le réseau. On expérimente, là pour le coup, c'est dans le Maine-et-Loire, puis quand ça fonctionne, on relance ça ailleurs. Et donc, on a aussi sur le sujet de la rénovation groupée, alors j'avais échangé un peu avec Alizé à l'époque, mais on avait monté des choses à Saint-Brieuc avec les adhérents là-bas il y a quelques années. Donc là, je sais que ça se relance puisque par la magie des mises en relation, certains des propriétaires d'Orvaux ont appelé un ou des membres du réseau, donc on va essayer de reconnecter comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à creuser pour éviter qu'on laisse les gens partir dans la nature à un moment et puis qu'on compte sur le hasard pour qu'ils reviennent, parce que le risque, s'ils vont directement à des professionnels, c'est qu'en fait, le professionnel qui ne comprend pas pourquoi il y a un enjeu de grouper, il va faire je vous rénove celle-ci comme ça, puis celle-ci comme ça, puis celle-ci comme ça, quoi. Il y a un enjeu à un moment de leur dire non, mais attendez, on va s'organiser, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais on va faire mieux les choses tout d'un coup. Donc voilà, pour ma présentation rapide, mais nous, on est plutôt sur ces freins-là. Alors, sur la disponibilité des pros et la disponibilité des matériaux, oui, pour le coup, les professionnels, ils sont submergés, ça, je le confirme. Ça, nous, on ne peut pas y faire grand-chose parce qu'en fait, ils sont submergés tout simplement parce qu'il y a trop de demandes et qu'ils n'ont pas assez de bras. Donc, on essaye de jouer sur la partie bras, mais on sait que la demande, elle ne va pas s'arrêter et heureusement qu'il y en a quand même un peu. Et sur les matériaux, ça varie beaucoup. Le problème des matériaux, c'est que c'est une énorme chaîne où tout est lié. On a l'avantage, nous, dans le réseau, d'avoir aussi bien des personnes qui posent et qui préconisent des matériaux biosourcés. Et puis de l'autre côté, on a des fabricants qui sont en plus, pour la plupart, basés dans la région. Donc, sur la partie isolation, on n'a pas trop de soucis. Le problème, c'est que quand il manque des vis ou du bois ou de l'ardoise ou peu importe, mais le problème, c'est que ça, nous, on n'y est pas, pas responsable. Les ardoises, elles n'arrivent plus d'Espagne. Elles sont achetées à plus cher par je ne sais plus qui.
Bon, voilà. Mais il y a des sujets. Puis à côté de ça, moi, j'ai un adhérent qui m'a dit, qui était dégoûté de devoir balancer des ardoises à la poubelle. Bon, enfin, il y a encore des sujets. Donc, la disponibilité des matériaux, ça s'est amélioré. Mais c'est encore malheureusement parce qu'on est lié à tout un tas d'autres choses. Et c'est vrai aussi pour une chaudière, changer une chaudière, en fait, vu qu'on n'a plus de composants électroniques, qu'il n'y en a plus non plus pour les téléphones ni pour les voitures, il n'y en a pas pour les chaudières non plus. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que nos boîtes sont en difficulté, c'est qu'on leur accumule beaucoup de boulot, des prix qui ont explosé, les aides qui se compliquent, les matériaux qui se raréfient, le personnel qui se raréfie, donc forcément leur journée est... Donc il faut aussi, et c'est là tout l'enjeu après de l'accompagnement, expliquer aux ménages que ça va peut-être être un peu long, ça va peut-être être un peu sport, mais qu'une fois que c'est mis sur les bons rails, après ça déroule, quoi. Voilà. Donc il y a tout l'enjeu de la préparation du projet, via les structures, via les financements, via les bureaux d'études, via les... Voilà. Pour qu'une fois qu'on passe après le relais aux professionnels, une fois qu'ils sont dessus, voilà, le projet, il y est. C'est juste qu'il y a peut-être effectivement un gros délai pour qu'eux se mettent sur le projet au départ. Est-ce que vous avez constaté l'inefficacité l'inefficacité de la rénovation par Moi, ça me semble compliqué de se dire qu'on l'a constaté parce qu'il faudrait avoir, après rénovation, le suivi des consommations réelles. Il faudrait aussi, dans ce suivi des consommations réelles, gommer ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est que le ménage qui va rénover, après, ça lui coûte moins cher de chauffer, donc il va chauffer un peu plus chaud, potentiellement. Ça, c'est assez documenté, hein, ces sujets-là. Par contre, l'aspect théorique, il est, sans le constater, il est compréhensible. Quand, par exemple, on travaille l'isolation par extérieur d'un logement, si vous faites d'abord, vous changez les fenêtres, 3 ans après, vous isolez par l'extérieur. Et si vous n'avez pas conçu la pose des fenêtres au bon endroit vis-à-vis de la maçonnerie, enfin ça dépend, ossature bois, enfin bref, si c'est pas au bon endroit, il y a une continuité d'isolant entre la menuiserie et le complexe isolant, forcément vous allez rater quelque chose. Vous avez un gisement d'économie d'énergie qui ne sera pas bien employé. Et en fait, quand vous additionnez tous ces petits défauts qui font qu'on perd un petit peu à chaque fois sur le plan thermique, sur les passages de gaine, sur le fait d'aller retrouver l'isolant pour repasser un autre machin, etc. Forcément, vous arrivez à un cumul de petits défauts qui fait que vous allez avoir, oui, un décalage de 10-20% de performance entre de la réno par geste et puis de la réno globale et performante. Nous, ce qu'on constate peut-être plus, c'est le fait que le ménage qui va se dire oh là, je vais d'abord commencer à changer la chaudière et puis mettre de l'isolant en toiture, je verrai le reste après. Le reste après, il vient pas. Il viendra là bientôt parce que du coup, le gaz est en train de prendre 300%. Donc là, forcément, ça va les conduire à rien. On va essayer de réviser un peu ça. Mais concrètement, ça vient pas forcément. Et du coup, les logements restent à moitié rénovés. Donc, et puis, quand on voit, du coup, dans la complexité de la démarche que je décrivais tout à l'heure, se remettre dans un projet de réno où on sait qu'on a galéré à comprendre tous les enjeux et ensuite les dispositifs de financement, bon, une fois qu'on l'a fait une fois, on n'a pas envie de se remettre la tête dans le guidon une deuxième fois si facilement, quoi. Et en fait, moi, je le vois côté professionnel. C'est plus facile de faire bosser 5 professionnels d'un coup sur un projet où ça va être piloté, ordonné, il y a tout ce qu'il faut, que pareil, qu'eux viennent indépendamment, chacun vient faire sa visite, vient re-questionner les mêmes choses, enfin voilà, en fait, on recommence, même si on n'est pas sur des postes qui sont liés, il y a ce travail de recommencer à penser un projet, de relancer la machine, de refaire 3 fois les devis, parce que voilà, les dossiers. Donc, du point de vue de l'efficacité à faire intervenir du monde dessus, c'est sûr que ça coûte moins cher de grouper tout le monde. Voilà. Purement du côté d'organisation d'entreprise, sans compter que derrière, on va trouver des leviers d'économie si on mutualise des choses sur le chantier, si on évite de laisser des choses en attente qu'on va devoir un peu recasser, refaire dans le temps. Et puis, parce que ceux qu'on dit, je vais faire cette façade, puis cette façade, et puis qui disent, ouais, je ferai mon bardage plus tard, puis que le bardage, en fait, il n'y en a plus, parce qu'il n'y a plus tel mode. Non, ça ne va pas coller, quoi.
Donc, il y a cet enjeu en fait, de trouver des économies aussi. Donc là, nous, on va aller bosser sur la précarité énergétique. Il va falloir être là, on n'a pas, là, il n'y a pas l'épargne, il n'y a pas les moyens. Donc, il va falloir aussi trouver les leviers d'économie et intervenir groupé, potentiellement, c'en est un, quoi. Voilà. Et juste, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que pourquoi pas le par étapes, mais en fait, avec déjà l'arrivée qui est en ligne de mire, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic très pointu au départ et on ne se contente pas de dire vous faites ça, 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 vous avez les tant de pourcents qui vont bien pour tel dossier d'aide, et puis qu'après on soit obligé de revenir, quoi. Voilà. Bah non, il faut déjà savoir ce qu'on aura à faire parce que vu le nombre de logements qu'il y a à rénover, on ne va pas pouvoir se permettre d'envoyer 2, 3 fois un bureau d'études ou un opérateur pour revenir faire un diagnostic de quelque chose qui a déjà été fait. Ça, c'est pas possible. Et c'est aussi vrai avec la rénovation. Et alors là, on est en plein dedans. On sait déjà qu'il faut qu'on rénove les premières rénovations, quoi. Bon, bah, vu qu'il y en a plein à rénover, si on doit les faire 2 fois, ça va pas coller non plus. Donc là, c'est aussi bah, dans le bon choix des bonnes techniques, la bonne mise en œuvre, les bons matériaux, pour que ce qui est fait, bah, au moins, n'ait pas à revenir dessus. Et aujourd'hui, c'est pas encore le cas, malheureusement. Tristan qui a levé la main. Ouais, je veux juste amener un témoignage parce que ce débat, vous m'entendez bien ou pas? J'ai l'impression que la vidéo m'entend, mais pas. Il y a de l'écho, Tristan. Ah, et là c'est bon, là c'est bien? Ouais, c'est bon. Ok. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je vais ajouter une nouvelle chose. Ce truc il faut aller tout de suite vers des opérations globales, on le voit pas mal sur la gestion du patrimoine tertiaire. Donc moi, j'ai une casquette aussi de gestion des bâtiments publics et de la rénovation sur le bâtiment public. Et nous, on a le décret tertiaire à respecter. Donc, c'est en fait une loi qui nous oblige à l'économie d'énergie sur l'ensemble de notre patrimoine. Et en fait, la caractéristique de ce truc-là, c'est que il nous demande de faire 40% d'économie en 2030 par rapport à une référence vers les années 2000, entre 2000 et 2010. Donc 40% d'économie en 2030, puis 50 en 2040, puis 60 en 2050. Et en fait, cet échelonnage fait que nous, en fait, on sait facilement soit respecter 2050 en faisant un plan très long terme, soit respecter 2030 en tuant le gisement, en faisant tous les trucs faciles à faire et en faisant pas de rénovation vraiment profonde, etc. Et donc, du coup, l'échelonnage nous force à faire tout de suite du sérieux et du massif. Et donc, je trouve que c'est compliqué à respecter, mais c'est bien. Et donc, on voit qu'en fait, on peut facilement tuer le gisement. Et quand on est tué le gisement, en gros, c'est prendre vraiment ce qui fait beaucoup, beaucoup de déperdition, mais pas faire d'opération globale. Et du coup, faire du moyen tout le temps. Mais en fait, on sait qu'on n'y retournera pas après. Donc, je pense que c'est important de tout de suite aller vers de la qualité et du coup, il faut des lois aussi qui nous encouragent à aller tout de suite vers de la qualité. Et sur le décret tertiaire, je trouve qu'ils ont bien fait. Et par contre, oui, c'est que pour le gros tertiaire. Moi, je parle du gros tertiaire. En effet, nous, on a 1,6 million de mètres carrés sur la ville de Nantes et métropole, donc on est des gros. C'est mieux que l'isolation à 1 euro, déjà, c'est pas mal. Ça offre d'autres opportunités, mais ce qu'a dit Maxime est important, à mon sens, la notion de groupe. Moi, je l'ai observé quand j'étais à Tiers Habitat. Quand tu arrives à organiser un rendez-vous groupé avec le client, lui-même, ça le rassure d'avoir une communauté de discours, de professionnels en face de lui qui partagent la même chose sans dire la même chose. C'est un contrat de confiance qui se noue à ce moment-là aussi. Et c'est vachement important. Et pour revenir sur les matériaux, tant que j'ai la parole, moi, je trouve qu'il est important qu'on axe aussi beaucoup la réflexion sur l'usage des matériaux biosourcés. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé ce soir, même si on a évoqué le sujet à quelques reprises. Il y a une réelle pertinence par rapport à un constat qu'on peut dresser du bâtiment. Tu l'as fait au début avec le constat du coût carbone, pour faire simple, hein, du bâtiment, de l'impact environnemental. La pertinence des matériaux biosourcés, elle vient pallier à tout ça et elle rajoute une dimension humaine qui est hyper importante, une dimension humaine de réappropriation de savoir-faire qui redonne de l'intérêt au travail et surtout sur ces dimensions participatives et collaboratives qui sont propres à la mise en œuvre des matériaux biosourcés et qu'à mon sens, il faut savoir conserver aussi. Et la formation, il faut partager la pertinence et l'intérêt de ces matériaux-là parce que
les notions de confort intérieur, de qualité de l'air intérieur, les qualités sanitaires par rapport aux matériaux conventionnels. Il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire tous les saloperies dont on parle en termes de rénovation à refaire, ce dont parle Maxime, c'est les isolations en conventionnel mal faites, parce que c'est pas cher et c'est vite fait, et une fois que tu as mis le placo, on ne voit plus la merde qu'il y a derrière, quoi. Voilà, donc bon, c'est... Merci pour cette intervention. Oui. Je voudrais intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Faut t'approcher, Charles. Oui, Ouais, je voudrais intervenir en tant que particulier qui est sur un projet de rénovation. Alors, je suis un peu particulier parce qu'effectivement, j'ai été salarié d'Alizé pendant 7 ans. Je participe à Virage Énergie Climat, donc je suis extrêmement motivé pour un projet de rénovation. Le contexte, c'est une petite copropriété de 4 logements, 3 familles, 3 foyers très modestes, un projet BBC Rénovation. Donc effectivement, ça fait 3 ans, pratiquement jour pour jour, que j'ai lancé le projet. On a eu du retard avec le Covid, on a eu du retard pour trouver les intervenants, et on a eu du retard maintenant parce qu'effectivement, les entreprises ont du mal à répondre aux demandes de devis, et les devis sont de durée assez courte, donc il faut les relancer. Donc le projet avance. Il se trouve qu'on on a parlé effectivement des difficultés de comprendre les mécanismes financiers, donc il y a plusieurs critères. On est 3 ménages très modestes, il y en a un qui n'est pas modeste, donc il y a des différences de prise en charge avec l'ANA. On a des travaux qui sont directement liés à la rénovation BBC, donc là effectivement on est dans une étude BBC. On rajoute des travaux induits, on rajoute quelques travaux personnels, donc il y a des critères différents. On a effectivement les aides de l'ANA, on a les aides de Nantes Métropole, probablement des aides au niveau national, et il faut aussi qu'on aille chercher les certificats d'économie d'énergie. Alors, on est soutenu par Nantes Métropole, on est soutenu par un bureau d'études qui nous aide aussi, mais avant d'avoir tout ça, j'avais essayé de faire un petit tableau Excel en mettant tous les critères. Je n'arrivais pas à avoir un tableau Excel avec les 5 ou 6 dimensions qui prenaient tous les critères. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, le projet avance, mais la difficulté pour un particulier, même s'il est aidé, d'y voir clair dans les aides, d'y voir clair dans les choix techniques. Un simple exemple, il y a 3-4 mois, on s'est dit, Poutine, le gaz, la guerre, le climat, est-ce qu'il faut laisser tomber nos chaudières au gaz? Est-ce qu'il faut s'orienter sur un projet d'eau chaudière collective à granulés? Projet extrêmement intéressant, quelques contacts, mais un coût relativement cher et une complexité au niveau des travaux qui ont fait qu'il y a un des voisins qui a dit « Non, non, ça me semble compliqué, on va rester sur nos chaudières gaz ». Donc tout ça ensemble font que, même en étant motivé, eh ben, ce n'est pas très simple de faire avancer un projet de rénovation BBC, d'autant plus qu'en restant sur le gaz, on a sur l'année 2022 une aide encore effective, alors que si on tarde avec un dossier pour 2023, on n'aura plus les aides. Donc, tous ces retards qu'on a eus, et les entreprises pour essayer d'avoir les devis, et de rentrer dans les formalismes administratifs au niveau des aides pour les dossiers de Nantes Métropole et de l'ANA, font qu'on est un peu à la bourre, et que tout ça font qu'il faut quand même être accroché et être motivé pour arriver au bout. Alors, on va y arriver au bout, mais s'il y a d'autres personnes qui ont un projet comme ça, je leur dirais, ben, accrochez-vous, ne vous laissez pas distancier par le temps et les soucis techniques, mais on arrivera au bout. Voilà. Merci pour ce témoignage. Un deuxième point de référence. Un deuxième point, Julien avait raison en disant, on dit souvent, ouais, il y a 20 ou 30% de pauvres en France. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a 70% de non-pauvres. Et quand les gens, moins ici mais dans le sud, installent une piscine, ils ne vont pas calculer le taux d'amortissement. Quand les gens changent leur bagnole, ils ne vont pas forcément calculer le taux d'amortissement, quoique maintenant avec le coût d'essence. Quand les gens refont leur peinture, ils ne vont pas forcément calculer le coût d'amortissement. Et dès qu'ils se disent on va rénover, alors ils mettent en place un mécanisme financier dans leur tête. Et comme disait Julien, il faut qu'on arrive à lever ce frein en disant je fais la rénovation, c'est bon pour ma santé à moi, c'est bon pour la santé de la planète et c'est bon pour la santé de mon patrimoine. Donc là aussi, il y a un objectif culturel extrêmement important à faire avancer, c'est que la rénovation,
c'est pas uniquement une question, enfin, ça va plus loin que les économies d'énergie, c'est un projet avec de multiples facettes et de multiples gains. Merci. Il y avait Martin qui a levé la main. Merci, merci Jean-Claude et Charles pour rebondir sur ce témoignage par rapport aux finances et à l'envie, etc. C'est exactement ça que je voulais aborder. C'est que, comment dire, en fait, on a l'impression, alors, je rappelle, je suis maître d'œuvre en tant que bureau d'études thermiques et je travaille essentiellement sur les copros. On a l'impression que quand on se lance dans un projet de réno, ça va être compliqué, ça va être techniquement difficile, etc. En vérité, alors je prêche pas pour mon business là, mais la rénovation, c'est pas compliqué. C'est pas isolé, on isole. Les fenêtres sont anciennes, on les change. Avec une bonne VMC, peu importe si elle est double flux ou pas, mais avec une bonne VMC et un système de chauffage, on va dire pompe à chaleur ou bois par exemple, on est à 90% dans ce qu'il faut faire, quoi. Donc après, les freins, c'est plutôt effectivement l'envie et les finances. Alors l'envie, Julien Bourron et Charles, vous en avez très bien parlé, donc je vais pas réenfoncer le clou, mais je voulais m'attarder 2 secondes sur les finances, parce qu'en fait, tout le monde a en tête la rénovation, ça coûte cher. Là, ce qu'on constate, nous, sur les copros qu'on accompagne en Anjou, pas mal, et ben, c'est que en fait, la non-rénovation coûte plus cher. Et en fait, il ne faut pas comparer. Si j'investis 100 000 euros dans une rénovation et que j'économise 1 000 euros par an de charges, le temps de retour sur investissement, ce n'est pas 100 ans, quoi. Ce n'est pas 1 000 euros par an qui vont nous rapporter 100 000 euros au bout de 100 ans. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut comparer le coût d'une rénovation. En fait, il faut comparer le coût d'une rénovation au coût d'un entretien qu'on aurait eu à faire sur les 15 prochaines années de notre bâtiment. Bien souvent, sur 15 ans dans la vie d'un bâtiment, à moins d'avoir acheté une maison neuve, on va avoir au bout de 2-3 ans une chaudière qui va tomber en panne ou des tuiles qui vont se barrer, donc il va falloir refaire la couverture, etc., etc. Et tous les 5 à 10 ans, on a souvent un poste de travaux qui va se présenter, plus ou moins important. Et en fait, quand on compare ce scénario qu'on appelle dans le jargon le scénario zéro, c'est-à-dire le scénario d'entretien sans rénovation, au scénario de rénovation, on peut le comparer donc au surcoût de la rénovation et non plus juste au coût complet total de la rénovation, mais bien le surcoût. Donc en fait, si on va dépenser 100 000 euros dans une rénovation, mais qu'on aurait dû dépenser 50 000 euros pour faire un ravalement de façade, refaire la couverture et puis je ne sais pas quoi d'autre, régler un sinistre par exemple, parce qu'on aurait trop traîné, en fait, le coût de la rénovation, c'est plus 100 000, mais c'est 50 000 déjà. Donc on divise le temps de retour sur investissement par 2. Après, il y a d'autres... Il y a d'autres sujets comme les subventions, évidemment, qui sont complexes, je ne reviens pas là-dessus, mais Jean-Claude avait, à juste titre, souligné la question de la valorisation patrimoniale suite à la rénovation. Ça, c'est quelque chose qui est systématiquement oublié par les clients. Quand je dis les clients, c'est les copropriétaires pour qui je travaille, mais je pense que c'est encore pire en maison. C'est-à-dire que, en fait, la rénovation, c'est vu comme un poste de coût, alors qu'en fait, c'est aussi un investissement. On va avoir sur une maison, si on prend un truc hyper standard, une maison qui vaut 250 000 euros, Jean-Claude a rappelé, si c'est une passoire thermique entre l'étiquette F ou G et l'étiquette A ou B, il y a plus de 20% d'écart. C'est-à-dire qu'une maison à 250 000 euros, elle prend 50 000 euros de valeur après rénovation. Elle prend 50 000 euros de valeur, je le dis 2 fois, parce que bien souvent, elle ne coûte pas beaucoup plus cher que… le surcoût de la rénovation, ce n'est pas beaucoup plus que les fameux 50 000 euros. Donc après, il y a ça, il y a le fait qu'on englobe en plus les problématiques de confort, de santé, de salubrité, etc. Donc ça, c'est plutôt le côté… donner envie de rénover, mais ce n'est pas financier. Et il y a un nouveau critère qui est apparu. Charles a parlé de la guerre en Ukraine. Justement, en fait, il y a un nouveau critère qui est apparu maintenant, c'est est-ce que je vais pouvoir me chauffer cet hiver? C'est-à-dire, j'appelle ça la sécurité du chauffage. Est-ce que je vais être capable, dans les 2, 3, 10 ans qui viennent, d'assurer mon confort thermique et la salubrité de mon logement et quasiment de ma santé, parce qu'une maison non chauffée en plein hiver, on n'est plus à l'âge des cavernes, on ne sait plus trop comment on va survivre en hiver comme ça. Donc, en fait, quand on met tous ces éléments-là, on arrive en tant que concepteur, en tant que maître d'œuvre ou même d'assistant à maîtrise d'ouvrage, ça dépend de la casquette qu'on nous fait porter, on arrive à emmener les gens vers une rénovation
à condition évidemment que le bâtiment s'y prête, etc. Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'on arrive dans la course. C'est-à-dire que bien souvent, on entend le coup du ah ben non, moi je ne vais pas prendre un architecte parce qu'un architecte, c'est trop cher. Ou ah ben non, je vais aller directement appeler mon maçon, je vais faire des économies sur les honoraires de l'architecte. Sauf qu'en fait, on arrive à voir des propriétaires, que ce soit une maison ou une copro, peu importe, mais des propriétaires d'un bien qui vont aller consulter directement les entreprises et le maçon va donner le conseil sur son périmètre. Alors, je sais qu'avec Ecobat, ça s'améliore. Avec un certain nombre d'entreprises, on a des entreprises qui montent en gamme, mais dans les grandes lignes, vous êtes quand même très minoritaire par rapport à la masse des entreprises qu'on constate sur le terrain. Et donc, en fait, on a des conseils un peu en silo, lot par lot, corps d'état par corps d'état. Donc, le propriétaire, il a la réponse à la question qu'il a posée à son artisan. Donc, la difficulté qu'on a, alors je lance le sujet pour les éventuels représentants des collectivités qui peuvent influencer là-dessus. On l'a vu au travers de l'exemple de mon projet Rénov', petit clin d'œil à Tristan. Et ben, en fait, c'est en tant que concepteur d'arriver assez tôt dans le sujet, parce qu'après, une fois qu'on est installé avec le client et qu'on a la confiance, on arrive à l'orienter vers des choix pertinents, que ce soit du BBC, par étape ou pas. Évidemment, on essaye de tout faire d'un coup, et en général, c'est plus rentable de tout faire d'un coup, mais c'est vraiment la difficulté d'arriver au bon moment sur le projet, quoi. Et autre point très, très court, la question des financements, là, on en a parlé vite sur le fait de se dire on achète une voiture, ça ne pose pas de problème pour certains de mettre 30 000 € dans une voiture, voire des fois bien plus que ça. Mettre à peu près autant dans une rénovation, voire un peu plus, c'est souvent difficile. La question aussi, c'est les financements au bon moment de la vie. Parce qu'on a le problème des primo-accédants qui sont déjà hyper endettés, souvent sur 20 ans, 25 ans ou quoi. Et la rénovation, ça vient en plus de ça. Et donc, c'est là où les offres de financement pêchent un peu, à mon sens. C'est-à-dire que pour les ménages qui commencent à acquérir leurs biens, eh bien, ils n'ont pas le surplus possible de financement. Ça, c'est assez difficile à trouver. Là, pour le coup, je n'ai pas vraiment de réponse. Voilà. Les sociétés de tiers financement, je pense, seraient un bon moyen d'essayer, enfin, surtout sur ces primo-accédants. C'est vrai que tu as parlé de ça tout à l'heure, Jean-Claude. Effectivement, ça peut être intéressant. Alors, les sociétés de tiers financement, c'est hyper rare en France. C'est souvent sur des gros projets, des projets avec garantie de performance. Toute la difficulté qu'on observe, c'est comment tu garantis la performance, parce qu'en fait, en tant que financeur, tu vas t'engager sur les résultats. Il faut que tu obtiennes absolument les résultats d'économie d'énergie, peu importe le comportement de l'habitant, de l'utilisateur des bâtiments. Et ça, c'est super difficile si tu veux pas qu'il joue trop longtemps à la PlayStation pour pas trop consommer d'électricité, ou si tu veux pas qu'il ouvre les fenêtres, ou si tu veux pas que je caricature à outrance volontairement. Mais ça, c'est un gros frein sur le fait de passer le témoin à l'utilisateur et lui dire en fait, mon contrat il est garanti, mais dans un certain cadre comportemental. Ça, c'est un gros frein qui fait que je pense que pour l'instant, c'est le frein majeur qu'on observe, qui fait qu'on n'observe pas une massification du tiers financement. Après, le tiers financement, c'est un outil, c'est pas le sésame magique qui débloquerait tout, mais ouais, ça pourrait clairement aider. Le tiers financement et ou les garanties de financement. Parce que tu peux aussi avoir des ménages qui ont la volonté qui savent, après une étude, etc., qui vont faire des économies, qui vont valoriser leurs biens, etc., et qu'en fait, sur 10, 15, 20 ans, ils vont être gagnants. Mais ils n'ont pas le droit, parce qu'il faudrait un garant, en fait, pour leur emprunt, notamment les jeunes. Et donc, ça, c'est le tiers financement et où les garanties de financement, ça pourrait être un super outil, effectivement, pour débloquer ce genre de situation assez particulière. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Julien sur une opération qui est actuellement en cours sur le territoire de la Carène. C'est ce qu'on appelle le dispositif Doremi, qui
ça veut dire dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles. Donc, j'aurais voulu savoir, donc, est-ce qu'il s'agit d'un cousin d'Ecobat? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même registre globalement, mais comme je ne connais pas de façon très précise les tenants et aboutissants du projet d'Orémy, peut-être que Julien pourra nous apporter une petite précision là-dessus, où en est le projet, quels sont les avantages et les freins, et quel rapport avec Ecobat éventuellement. On les connaît bien. Alors moi, je suis ce qu'ils font depuis quand même très longtemps. On est aussi à Saint-Nazaire, en fait. La Carène, quand ils ont enclenché la démarche, justement pour amorcer la rénovation performante, ils se sont dit, bah, il faut qu'il y ait des professionnels qui se structurent. Et en fait, ils ont lancé les 2 démarches en parallèle. Alors là où c'est très proche, c'est que l'objectif, c'est quand même de faire travailler ensemble des professionnels du bâtiment sur de la rénovation complète. Après, les grosses différences, c'est qu'ils vont partir du principe que les artisans savent pas et qu'ils vont commencer par les former, voilà, et partir d'un principe que certaines typologies de maisons vont pouvoir être rénovées à peu près toutes de la même manière et que ça va plutôt être à la charge des artisans de trouver les bonnes solutions et de bien s'organiser et puis de mener la rénovation. Avec eux, leur seule cible, c'est la rénovation énergétique. Là où nous, on va plutôt intégrer en amont quand même les concepteurs sur un projet, ce qui va en fait peut-être moins être dans duplique une opération, mais on vient écouter le besoin du projet et on va concevoir le projet autour de ça et pas se contenter de faire de l'isolation, de la ventilation des fenêtres, mais peut-être qu'il va falloir aménager une chambre parce qu'il y a un enfant qui arrive, et puis une cuisine, et puis mettre des peintures sur tout ça. Et puis surtout pas laisser le pilotage aux entreprises elles-mêmes, mais plutôt de s'appuyer sur le rôle de maître d'œuvre là-dessus, quoi. Voilà. Donc les grosses différences opérationnelles, elles sont là. Et puis après, structurel, ben, nous, on est un réseau associatif dans lequel les adhérents viennent s'investir volontairement. Dorémy, ils ont plutôt un fonctionnement d'entreprise où en fait, c'est même pas des adhérents, mais les entreprises souscrivent à un abonnement pour bénéficier de l'accompagnement externe de Dorémy. Voilà, bon, ça après, c'est leur modèle. Nous, ce qui nous dérange un peu, notamment ce qui dérange certains de mes adhérents à Saint-Nazaire, c'est qu'en fait, ils font faire une grosse partie de leur boulot potentiellement aux frais de la collectivité locale, puisque c'est les conseillers qui sont chargés d'identifier les projets, de les amener à la rénovation, et les conseillers se retrouvent aussi en charge d'aller recruter les entreprises. Donc ça plaît moyennement aux entreprises non Dorémy, de voir sans arrêt chez le fournisseur de matériaux quelqu'un qui est financé par la collectivité au service d'entreprises privées. Bon, voilà, ça, c'est ma vision. Après, l'enjeu à Saint-Nazaire, il n'y avait même pas de question. Quand on a dit on peut lancer les 2 groupements, à Saint-Nazaire, ils nous ont annoncé qu'ils avaient 700 logements à rénover par an. Bon, on n'est pas trop de 2 réseaux. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'était plutôt d'essayer de coordonner les choses pour trouver des points d'entente. Voilà, c'est deux méthodes avec le même objectif, mais pas tout à fait la même façon de faire, quoi. Voilà. Parce que vous n'êtes pas encore exprimé. Oui, bonjour, donc Gaëtan Hérault, Noria et compagnie. Donc, je suis aussi centre de formation un peu complémentaire d'Ecobat, puisque nous, on fait plutôt de la formation longue. Et moi, je suis formateur référent d'une formation qui s'appelle coordinateur en rénovation énergétique biosourcée. Donc, c'est une formation de 9 mois. Voilà. Comme il est déjà 22h30, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et assez bien dites. Effectivement, elle est où cette formation? Elle est à Saint-Nicolas-de-Redon. Voilà. Nous, les problématiques qu'on a, les freins, c'est effectivement que globalement, en maîtrise d'œuvre et dans les études, il y a de moins en moins d'argent qui est mise. Et souvent, on a aussi des délais qui sont très courts pour faire du bon travail, quoi. Donc, c'est pas forcément
C'est pas forcément, l'argent n'est pas forcément mis au bon endroit. Mais ça a déjà été dit par Maxime, donc je ne vais pas revenir dessus. Effectivement, aussi avoir du contrôle de ce qui est réalisé, ça permettrait aussi de mettre. Alors, il ne faut pas que ça mette non plus une pression trop importante sur les artisans, mais ça permettrait de mettre quand même un certain niveau d'exigence qu'on n'a pas vu dans l'isolation à 1 euro, par exemple. Voilà. Et donc, nous, en tant que centre de formation sur la rénovation énergétique, on forme du coup entre 10 et 12 personnes par an, donc ce n'est pas non plus beaucoup. Mais c'est pas forcément, je dirais que les débouchés sont pas non plus évidents. C'est-à-dire que les gens sont pas encore forcément prêts à faire appel à beaucoup de conseils en rénovation et beaucoup de gens pensent qu'ils savent faire leur rénovation eux-mêmes, alors que c'est pas vrai, quoi. Les gens font globalement beaucoup d'erreurs et tuent des gisements d'énergie, alors que s'ils étaient accompagnés, ça leur coûterait peut-être 2 ou 4 000 euros de plus, mais derrière, ils auraient des performances qui ne seraient pas du tout les mêmes, quoi. Cette formation existe depuis longtemps ou c'est une nouvelle création récente? La formation CREB, elle existe depuis 2017 et avant, elle existait sous d'autres formes. Et il y a d'autres centres de formation en Loire-Atlantique qui dispensent des formations de niveaux un peu différents. Il y en a une qui est en Loire-Atlantique à Riaillé, qui est... Alors, je ne connais pas exactement le titre, mais c'est une formation un peu plus orientée chef d'équipe en éco-construction, je crois, et qui est plutôt un niveau, je pense, équivalent CAP. Nous, on forme à une formation équivalent BTS. Et il y a une formation qui est de niveau 6, donc qui est équivalent ingénieur, qui est en Mayenne au CFP de Lafutay, qui est chargé d'affaires non, comment c'est chargé de projet en éco-construction durable, qui est plus orienté bâtiment tertiaire et énergie. Donc, c'est des gens qui sont plus familiers que sur les grosses centrales d'énergie. Nous, la formation de coordinateur en rénovation énergétique, elle est essentiellement sur la maison individuelle. Voilà. Et donc, c'est une formation qui couvre... Comment? Non, pardon, je continue. Et c'est une formation qui couvre, il y a en gros de la thermique, de la mise en œuvre, pour que les personnes qui soient formées aient déjà mis un peu les mains dans la matière. Et on essaye de former à tout le spectre de la conception bioclimatique, quoi. En gros, c'est ça notre point de vue sur la formation. Voilà. Je voulais juste, pardon pour la coupure pendant ton intervention, je voulais juste préciser que la formation à Riaillé, je pense que tu évoquais, c'était technicien en éco-construction. C'est une formation de niveau 4, c'est-à-dire niveau bac. Ouais, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Ouais. On les avait contactés pour cette soirée, mais ils ne pouvaient pas venir. Dommage. C'est une très bonne formation qui a très bonne réputation, etc. Ok. Et effectivement, c'est au passage, c'est des promos d'une 10-15aine de personnes aussi chaque année, apparemment. Alors, l'heure tourne. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire une intervention, une remarque, une question? Moi, juste, je veux bien dire que je trouve que ce sujet monte beaucoup. Enfin, j'ai pas autant de bouteilles que certains qui sont là dans la salle ou dans la visio, mais ça fait déjà quelques années que je milite dans les questions d'énergie et je suis élu depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant, 3 ans. Et je trouve que quand même, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt pour les questions énergétiques de rénovation.
genre même les réseaux de chaleur, par exemple. À chaque fois que je présentais un truc sur les réseaux de chaleur, tout le monde s'en foutait. Maintenant, tout le monde écoute. Enfin, tout le monde arrête de tapoter sur son téléphone parce que les maires des différentes communes sentent que, ah ouais, mais ce truc-là, il faut que je me mette à écouter. Enfin, on est vraiment sur un moment où ça monte, quoi. Et du coup, bah, c'est une vraie opportunité. Nous, à la métropole, on se pose beaucoup de questions aussi sur notre programme d'accompagnement à la réno. Est-ce qu'il est toujours, voilà, est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce qu'on doit dépoussiérer des trucs et réorganiser? Enfin, et donc, je pense que d'autres collectivités aussi doivent se poser cette question parce que vu la pression qui monte là-dessus, on sent qu'il faut qu'on soit à jour et que c'est plus juste un truc de geek de l'énergie, quoi, vraiment. Et aussi pour le confort d'été, franchement, on m'a aussi beaucoup parlé de rénovation pendant la canicule, ce qui est assez un peu nouveau quand même. Les gens voient qu'un logement de mauvaise qualité, c'est de la souffrance maintenant presque 2 mois dans l'année. Et donc, ça aussi, c'est une vraie opportunité pour pousser nos sujets de rénovation globale. Je rebondis sur le coup de la canicule. C'est clair et net que c'est un sujet qui… Pas de ménage à faire. Alors, il y a Monsieur Michel Colibet, on entend du bruit de fond, pardon. Tristan, je suis totalement d'accord sur le sujet de… Qu'est-ce que je disais? La canicule, pardon. Sur la canicule, en fait, il y a encore pas très longtemps, on avait des personnes âgées dans les copros. Ils se fichaient royalement de la rénovation thermique parce qu'à l'époque, c'était le discours pas très heureux sur le temps de retour sur investissement à plus de 15 ans, etc. Bon, bah, ça ne marchait pas, quoi. Et là, en fait, avec les canicules à répétition, bah, alors là, maintenant, c'est clair que ça les intéresse limite plus que les économies de charge, quoi. Ça, c'est très, très net, quoi. Et j'ai un exemple à Angers d'une copro qui a été rénovée, franchement, on va dire au minimum syndical, quoi. C'est le truc juste ce qu'il faut pour aller certificat d'économie d'énergie, tout en polystyrène avec un effort quasiment nul sur l'étanchéité à l'air, parce qu'il y a… Enfin, bon, bref, je passe une simple isolation par extérieur qui n'est pas du tout ce qu'on fait de mieux. Entre l'été 2018 où il n'y avait pas la réno et l'été 2019 qui était, lui, bien plus chaud que l'été 2018, il y avait 6 à 7 degrés de moins dans les logements, suite à un suivi qui avait été fait par les personnes en charge, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a, enfin, ça se quantifie réellement, c'est pas juste du ressenti. Ok. Bon, je crois qu'on va peut-être clore la soirée. Enfin, si pas de regret, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon. Et donc, a priori, bah, on va mettre le replay de cette soirée sur notre chaîne YouTube. Donc, vous serez prévenus. Et, voilà, et on vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions. Voilà, malgré un démarrage un peu laborieux. Voilà. Allez, bonsoir à tous et merci. Bonsoir, merci. Bravo. Bravo.